Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois pour moi pour faire un petit peu le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant du côté de la bande dessinée américaine, mais pas que, de ce qui s'en décline sur les écrans. Et c'est le premier Front Page de 2024. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Corentin ? Eh ben, on fait des podcasts. Oui, mais surtout, on souhaite une bonne année. Ah oui, voilà, mais bien sûr, évidemment. Bonne année. Une bonne année 2024 à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On espère que vous allez kiffer 2024 avec nous, comme vous l'avez kiffé depuis les dernières années ou depuis le dernier mois en fonction de quand c'est que vous avez commencé à nous écouter. Bien entendu, First Print, c'est de l'actualité, ce sera de la critique de bande dessinée, ce sera du conseil de lecture, bien évidemment, et des interviews. Peut-être aussi des podcasts thématiques, hein, Corentin. Peut-être. Mais on espère surtout, que dans l'ensemble des propositions qu'on vous fera, vous trouverez toujours une émission qui vous fera plaisir, puisque nous, c'est ce qu'on fait. Hein, c'est simplement pour vous amener à la culture comics, quel que soit, même un peu bande dessinée de façon générale, quel que soit l'angle, quel que soit le sujet, il y a toujours en fait une façon de prendre le chemin en route. On profite également de ce début de podcast pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent et grâce à qui ce podcast peut réellement vivre au jour le jour. C'est donc vous les tipeurs, une armée d'environ 139 personnes à l'heure actuelle, et merci notamment à tous les soutiens qui sont venus ces derniers jours en début pour fêter la fin d'année ou le début de la nouvelle, et c'est certains d'ailleurs donateurs très généreux. Ça a vraiment mis beaucoup de baume au cœur en cette période, donc vraiment un remerciement spécial à Philippe, à Karn, à City Stars, à François Calzone, à Jiggles, à Aiden Procyon et à Nico. Vraiment, vous faites grave plaisir, et merci aux 129 autres personnes qui nous aident également au jour le jour. Et surtout au mec qui s'appelle Calzone. Parce que c'est la famille, c'est pour ça. Autre annonce qu'on vous fait pour ce début d'année, on est ravi d'officialiser un sponsoring cette année, en tout cas sur les front pages, avec l'enseigne pulps.fr, en tout cas avec l'enseigne Pulps de façon générale. Si vous habitez aux alentours de Paris ou de Bordeaux, vous les connaissez très certainement, puisque Pulps, ce sont plusieurs boutiques, donc Pulps Comics et Pulps BD et Pulps Toys à Paris et Pulps Bordeaux, à Bordeaux, c'est dans le titre. Et donc qui nous a contacté pour qu'on puisse travailler ensemble tout au long de l'année, donc avec un partenariat qui sera donc sous la forme d'un petit sponsoring. Alors pour vous présenter un petit peu les choses, grosso modo en début de podcast, forcément c'est de l'usage, on les remercie, on vous rappelle donc que ils nous sponsorisent aussi, pour vous inciter tout simplement à aller voir leurs propositions. C'est-à-dire si vous savez pas où aller prendre des comics parce que vous n'avez pas de comic shop près de chez vous, n'hésitez pas à aller sur pulps.fr tout simplement, pour avec grande sélection de comics VO et comics VF, et surtout tous les premiers front pages du mois, il y aura une sélection, ce que j'appelle le Focus Pulps. On va glisser entre la partie comics VF et comics VO du front page pour que ce soit mis de façon agréable et avec les timecodes. Si vraiment vous voulez pas nous entendre parler de comics, vous pouvez sauter la chose, mais grosso modo, qu'est-ce que ça va être en fait? Pulps propose une offre de précommande avec des tarifs réduits sur certains titres en VO chaque mois, donc c'est-à-dire que ça se passe en fait sur un catalogue de précommande du previews, donc c'est-à-dire pour des titres qui sortent 2 mois après, histoire simplement d'inciter un petit peu à la découverte, à la lecture de comics, avec forcément une offre préférentielle, puisque la VO c'est toujours un investissement. Et nous on se concerte dans les coulisses un petit peu avant pour voir quels comics en fait qu'on a déjà abordé en front page, en fait on pense vont être vraiment intéressants, et on vous en parle un petit peu dans ce Focus Pups qui arrivera donc d'ici plusieurs dizaines de minutes au cours du podcast, et ce sera comme ça donc en début de mois. Chaque fois on dira il y a ces 3 numéros sur lesquels on a envie d'attirer votre attention, et puis si ça vous fait des bonnes lectures à la fin, vous pourrez nous remercier et remercier Pulps également. Et ceci étant dit, Corentin, j'espère que tu vas bien. Oui, alors non, j'ai une côte cassée. Ah, ça c'est bien pour commencer l'année, c'est génial. Voilà, pour avoir repris le sport récemment, et ne faites pas ça après 30 ans en fait. Donc j'ai une douleur affreuse. Si je rigole, vous allez m'entendre gémir de souffrance. Donc Arnaud, ne sois pas drôle aujourd'hui. Très gros challenge pour toi, je sais. Oui. Mais donc tu vas pouvoir faire autant de blagues que tu veux, remarque, parce que du coup ça va pas changer grand chose. C'est aller à l'encontre du mythe Arnaud Rigolo quand même, qui est très présent. Oui, tout à fait. Et Corentin d'émission aussi, rappelez-vous. Sinon ça va, et toi? Ça va très bien, écoute. Je suis fin paré pour démarrer l'année sous les meilleurs auspices, et on peut commencer dès à présent. Si ça te bon dit. Anniversaire Arnaud Kikou. Oui, c'est vrai, c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais donc merci. Il y a l'âge du Christ et de Superman de Man of Steel. Non, c'est que 34 ans.
C'est plus l'âge du Christ. T'as 34 ans? Bah oui, j'ai 34 ans. T'as pas 33 ans? Ah bah non. On a 2 ans d'écart? Bah non, 1 an et quelques, c'est tout. Toi, t'es de 91. T'as 34 ans, là? Oui, là, j'ai 34 ans maintenant. Mais oui. T'es vieux! Bah oui. Mais t'es super vieux, je crois que t'avais 33 ans. Hein. Bah non, ça c'était l'année dernière. Putain, la cagnotte s'appelle Kikou 33 en plus. Merde, faut que je corrige tout ça, du coup. Mais c'est bien, c'est bien de me rajeunir. Corentin, trêve de bavardage, enfin, trêve de... 34 ans. Et oui, j'ai 34 ans. T'es fou. C'est... Je travaille avec un papy, quoi. C'est un truc de ouf. Rappelle-toi que toi, dans 9 mois, c'est la même chose, donc c'est pas bien grave. Allez, donc, je disais, Corentin, on commence, et vous le savez, j'aime bien faire un petit peu les tours des campagnes de financement participatives, et il y en a une en ce moment sur laquelle moi, je vais pas vous lâcher du tout. C'est le retour de la série Kaiju Max de Thunder Cannon, qui est donc en financement participatif sur Ulule chez Bliss Edition. Vous le savez, chez Bliss, c'est toujours ces offres de, en fait, plus que de financement participatif, un petit peu vraiment de précommande pour garantir en fait que voilà, que l'éditeur puisse faire un tirage suffisant pour au moins que les lecteurs qui veulent vraiment la BD l'aient, et ensuite proposer l'ouvrage à ceux qui prendront le chemin en cours de route. Kaiju Max, qu'est-ce que c'est? Vous voyez Oz, la méga série de HBO ultra vénère, la série carcérale avec Schillinger. Voilà. Et Adébisi. Voilà, vous voyez donc Oz, vraiment univers carcéral ultra vénère et tout ça. Vous connaissez Godzilla, les kaiju, les monstres géants de tous les folklores. Eh bien, imaginez-vous que en fait ces deux univers se croisent, c'est-à-dire que au Japon, il y a une île à ciel ouvert qui sert de prison pour des monstres géants, donc avec bien entendu des monstres japonais, des kaiju façon Godzilla, Gamera et tout ça, mais aussi toutes sortes d'autres monstres issus de divers folklores. Il y a des Cthulhu, il y a des bêtes des folklores européens ou américains. Il y a du Tokusatsu aussi. Du Bigfoot, effectivement. Du Super Sentai plutôt. Les gardiens de prison sont plutôt dans ce registre-là. Et c'est dessiné par Thunder Cannon, qui a un style en apparence un petit peu enfantin, on va dire cartoon. Par contre, vraiment, quand on dit que c'est le croisement de Oz et de ces univers de kaiju, c'est parce que vraiment c'est très dur, que c'est vraiment une série carcérale en plus, avec vraiment qui a été découpée en VO comme des saisons. Et il y a vraiment de tout. Il y a des rixes entre les différents clans où ça se met des coups très très sévères. Il y a de la drogue, il y a du cul, il y a de la corruption, il y a des évadés, il y a des familles qui essayent de se retrouver, tout ça. C'est une vraie série carcérale. Voilà, très adulte, et c'est simplement génial, tout simplement. Vraiment, j'en ai déjà fait 2 articles sur chacun de ces tomes sur comicsblog.fr. J'avais pu aussi j'avais eu le plaisir de faire du podcast interview avec Thunder Cannon. Et donc, voilà, ça faisait 2 ans. C'était un des premiers, non, d'ailleurs? Ça fait 3 ans. C'était avant First Print que tu avais fait? Oui, c'était avant, c'était en 2019. Mais je veux dire que ça fait 3 ans, je crois, que le second tome était sorti. Il fallait, bien sûr, que la VO se conclue et que, il y ait le temps, de faire toute la traduction et tout ça. Surtout que Kaiju Max chez Bliss, c'est présenté dans un méga format. C'est un gros pavé. Donc c'est du souple, c'est pas en cartonné, mais c'est très très épais et très grand, justement, pour permettre aux planches et aux kaiju de respirer. Et donc le 3e tome est actuellement à soutenir en ce moment. J'ai pas d'autres mots autres que de vous dire c'est génial, vraiment. Absolument. Il y a pas d'autres mots. Enfin, je suis assez d'accord. Je vais peut-être d'ailleurs probablement aller le soutenir maintenant que j'ai reçu ma paye. Ça y est, les gars. Parce que ouais, c'est effectivement une très bonne série qui joue sur ce décalage, comme tu dis, entre un dessin qui fait très très minimaliste et cet imaginaire des monstres géants japonais. D'ailleurs, instant auto-promo, j'ai fait récemment une émission avec notre ami Frédéric Sigrist sur le sujet, qui arrive bientôt sur France Inter. Sur Godzilla, donc. Sur Godzilla, oui, mais Godzilla, c'est le maître, c'est le monstre originel, c'est le Superman des films de monstres géants, de la Kaiju Eiga. Mais effectivement, voilà, ça prend cette mythologie qui peut paraître pour loufoque auprès de beaucoup de gens, très au sérieux, avec des vraies bonnes idées, un petit côté méta, justement, parce qu'on va jouer sur les pouvoirs ou les caractéristiques des différents détenus, du fait de leurs conditions, etc. Et c'est vraiment un truc qui peut être assez émouvant, assez poignant, assez violent. Et l'édition que réalise Bliss, du coup, est assez jolie aussi. C'est des très gros tomes avec des couleurs qui font très American manga, qui sont présentés avec des typographies un peu justement kanji et tout. Donc super lecture. J'avoue que moi je les suis juste seulement en VF. Je ne sais pas où en est la série actuellement. C'est fini, c'est la conclusion. Ok, très bien. C'est le 3e et dernier tome, donc vraiment. On a hâte de lire ça. Le très bon moment pour vous faire la trilogie, sachant que c'est une campagne assez minimaliste dans les propositions, c'est-à-dire qu'on vous propose d'avoir le 3e tome. Il y a aussi un ex-libris et un marque-page avec des illustrations de Thunder Cannon dessus. Puis sinon, la campagne vous propose également le rattrapage, c'est-à-dire de prendre le premier et le tome 2
sachant que pour le premier, c'est les derniers exemplaires. Ils annoncent que c'est les derniers exemplaires. Donc si jamais vous n'aviez pas encore découvert cette série, c'est le moment de le faire. C'est 39 € pour la contribution, sachant que ça inclut le prix du bouquin qui est à 35 plus 4 € de livraison incluse. Et vraiment, c'est là c'est du très gros format. On est sur du 300 pages et plus à chaque fois, hein, 12 numéros à chaque fois. Grand format aussi, ça les vaut largement. Vraiment, Kaiju Max, c'est excellent et je ne saurais trop que vous recommander d'aller y jeter un œil si jamais vous ne connaissiez pas. Il y a une autre campagne, Corentin, dont tu vas nous parler, qui est également sur Ulule, du côté cette fois de Comics Initiative, et qui a l'air aussi assez bizarre, en tout cas assez graphiquement, ça a l'air très intéressant. Ça s'appelle Kankor. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors on avait déjà évoqué rapidement le sujet quand on avait parlé du programme de Comics Initiative pour cette année. Alors Kankor, c'est une création d'un artiste qui s'appelle Matthew Allison. Allison? Ouais, pas E. D'accord, autant pour moi. Ça se dit Allison dans tous les cas en anglais. Donc voilà, tu as perdu. Pas forcément. Perdu. Hein. Non, pas forcément. Voilà, ce créateur qui effectivement œuvrait sur une espèce d'anthologie très décousue sur un personnage, ou plutôt sur plusieurs personnages qui portent le nom de Kankor, ou qui sont de l'espèce des Kankor, dont l'identité est assez mystérieuse, les pouvoirs aussi. C'est une énorme masse de muscles avec une cagoule un petit peu comme dans la secte de Tintin, une cagoule violette, on voit pas ses yeux, on comprend que c'est pas un humain, on comprend qu'il est pas vraiment organique, il est plutôt proto-organique, et généralement le Kankor est présenté comme un vétéran d'une guerre ou d'un conflit qui lui a laissé des stigmates assez violentes au niveau psychologique, et on va suivre un petit peu son errance dans un espace ou une dimension où les personnages qu'il va croiser vont être des représentations de ses psychoses personnelles. Donc c'est assez particulier, ça ressemble beaucoup moi je le retrouve, ça ressemble beaucoup à du Jim Starlin ou du Steve Ditko, c'est-à-dire c'est vraiment du cosmique à la Marvel, mais qui aurait croisé la route de Daniel Close pour faire un truc beaucoup plus écorché vif, beaucoup plus contemplatif, même Burns en fait quelque part, hein. Parce que c'est aussi cet ancrage assez épais et ces découpages qui vont jouer sur les silences et sur les regards, et c'est assez horrifique par moments. C'est très particulier, c'est vraiment de la BD expérimentale au sens propre. Mais qui est très bien gratté. Ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait Michel Fife ou Fife sur Copra, dans le sens où on voit les emprunts qu'il a fait aux comics un petit peu justement XP et psychédéliques des années 70-80, et avec un truc qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus dépouillé et beaucoup plus frontal. J'aurais du mal à vous le décrire très honnêtement, parce que c'est une lecture qui est assez unique. Moi j'avais la chance de l'avoir croisé dans un comic shop de Soho, à Londres, à Soho, et c'était le dessin qui m'avait attiré. Vous avez des pages de preview sur la campagne Ulule, justement, parce que j'imagine aussi que Comics Initiative, c'est pas trop comment le présenter. Il parle très peu du script en soi, il explique un petit peu l'expérience que c'est en tant que lecture, mais il faut vraiment plonger dedans et comprendre pourquoi c'est unique et assez génial. Donc encore une fois, c'est pareil, c'est quasiment de la précommande, on va dire. Ils ont atteint leur premier objectif, je crois. Matt, fait 4 pages bonus exclusives à l'édition française. Même si vous avez la VO, et revendez-la et prenez la VF, voilà, pour financer le truc. Donc c'est super cool, et ça rentre bien dans la ligne de KI par rapport justement à des trucs comme Starseeds, comme Movable Oath, ou cette catégorie de BD qui sont vraiment très 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 à part, très très à la marge du marché traditionnel, mais qui ont le droit à une existence en France grâce aux belles équipes de Monsieur Jérôme. Ouais, très bien, très bien. Merci beaucoup Corentin de cette présentation. Et donc comme chaque fois, écouté, oui, je t'ai écouté, cool. Mais sans moi j'ai déjà contribué en fait à titre personnel. Donc la page elle est ouverte en ce moment même. On vous rappelle qu'à chaque fois il y a des liens dans les descriptions en général quand on vous renvoie sur les pages de Ulule. Vous avez juste à regarder la description du podcast, et comme ça vous y redirige tout de suite. Pas besoin de faire de recherche ou quoi que ce soit. On vous guide vers les BD. Et il y a une version collector avec une cover de Libermero. Ouais. Tout à fait. Pour aider un petit peu, si vous êtes fan de Bermero, on sait que vous êtes un ou deux en France. Oui, il y en a quelques-uns des fans de Bermero. Après, je t'avoue que moi, personnellement, je préfère la couverture régulière. Oui, moi aussi, ouais. C'est plus mon style, effectivement. Ouais. Mais bon, c'est cool de voir que Bermero approuve ou valide ce genre d'artistes qui sont quand même un peu moins connus. Ouais. Pas se mentir. C'est vrai. Allez, Corentin, du côté maintenant un petit peu de,
Qu'est-ce que je vais dire? Oui, de quel côté? Alors, du côté du FIBD, Arnaud. Du côté du FIBD, il y a eu des nouvelles annonces de fête tout récemment. Et donc ça, c'est cool puisque même, d'ailleurs, je l'ai mis dans un article et ça a été souligné, enfin, approuvé par un des éditeurs sur lesquels je rédigeais. J'avais mis que c'était quand même le FIBD, hélas, dans sa communication officielle, en tout cas, et même dans sa programmation, c'est pas du tout un festival, en tout cas cette année, ni même trop les années précédentes, qui fait beaucoup d'efforts, on va dire, pour mettre le pan américain de la bande dessinée très en avant, ce qui est un petit peu dommage. Alors, certes, on a vu une superbe expo sur Wallace Wood il y a quelques années. Quand même, Corben aussi. Oui, non, mais c'est, voilà, oui, certes, parfois ils invitent Chris Ware, mais tu vois ce que je veux dire, quand c'est la bande dessinée américaine n'a pas d'expo cette année, par exemple, vraiment pas, elle apparaît pas aux programmations, et dans la lettre éditoriale de l'ouverture du programme, il y avait marqué le festival, c'est pour tous les fans de bande dessinée et de manga. Ça oubliait le terme comics, c'était pas inclus dedans. Donc il y a quand même, voilà, des choses qui font que, bon, faut pas, voilà, c'est un petit peu cet esprit en ce moment du, ouais, le comics, je sais pas, faut pas trop le dire parce que vous avez peur. Non, c'est toujours de la BD et de la très bonne BD. Mais heureusement, les maisons d'édition qui éditent des auteurs et des autrices venus outre-Atlantique, en fait, ne s'en cachent pas, n'en ont pas peur, et même ils jouent complètement le jeu puisqu'ils font venir jusqu'en France, jusqu'à Angoulême. Alors les pauvres, ils vont kiffer les festivals, mais ils vont quand même découvrir une ville bien moche et bien relou. Non, mais si, t'abuses. C'est pas moche, Angoulême. Angoulême, c'est très très moche. En dehors du festival, je n'y mets pas les pieds pour rien au monde. Oui, d'accord, vraiment. Mais personne te demande de faire ça. Non, pendant le festival, ça va. Oui, non, mais oui, voilà. mais quand une ville n'est appréciable que pendant un moment de l'année, ça veut bien dire que les. Je suis pas d'accord. Franchement, la dernière fois, c'est quand c'était pas en hiver et qu'on y avait été, que franchement, il faisait beau. Mais c'est parce que c'était le festival, quand même. Je sais pas, tu faisais une interview. Moi, j'avais été me poser sur une des collines avec ma musique. Et il faisait beau, il y avait la vallée, etc. Enfin, c'était une belle vue, j'étais content. Bref, on ne partagera pas ce même point de vue. Amis angoumoisins, n'écoutez pas ce mécréant, votre ville est très sympathique. Il y a un festival de cinéma à Angoulême aussi, d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Culturellement, c'est une ville qui est assez riche. Il y a un Quick aussi. C'est vrai. C'est moins culturel. C'est moins culturel. Non, mais vraiment, j'aime pas cette ville parce que, en fait, ça tient à une seule chose, vraiment, juste l'absence de moyens de transport en commun, vraiment Moi, je sais pas comment je vais faire avec ma côte d'ailleurs pour, me taper les côtes en question, justement. Ça va être bien relou. On en reparlera hors micro, Corentin, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est les invités. Et donc, du côté de... Non, c'est ma santé qui t'intéresse, Arnaud. De Kinaï, des éditions Kinaï, donc, qui fait beaucoup de comics jeunesse, young adult. Deux autrices venues d'Australie, toutes les deux, pour soutenir les nouveautés de ce début d'année dont je vous avais parlé dans le précédent front page, donc à savoir Ariel Rees pour Cry Wolf Girl, et Rayman Ayi qui a fait Le Marchand de tapis de Constantinople, mais qui fait aussi le nouvel album sur Alexandre et l'élixir de vie. Mais il y aura d'autres personnes aussi, des habitués des éditions, à savoir Valentin Sèche qui a fait Samurai Gun, Trigger Soul, Anaïs Mamar qu'on avait vu sur Coriandre et Estragon sur l'anthologie Punch. Oui, c'était bien ça. Hugo Decrène pour Les Oubliés, c'est une toute nouvelle création originale qui est écrite par Elsa Bordier, qui hélas ne pourra pas être présente, qui avait fait Moineau, le tout premier Punch, enfin le deuxième Punch avec Souria. Donc c'est une nouvelle création originale. D'ailleurs, faudrait que j'en parle un petit peu plus parce que ça a l'air très très cool. Donc le dessinateur Hugo Decrène sera là, et aussi Alba BG et David Lorium que vous avez vu sur l'album Grog the Frog qui était sorti l'an dernier, qui était notamment, je crois, à Amiens déjà. Ils avaient été présents là-bas. Enfin bref, c'est des artistes qui sont tous super talentueux, super bons, et ça vous permettra de découvrir tous les pans de publication de Kinaï. Je sais pas s'ils ont agrandi la taille de leur stand-up parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup. Et du côté des éditions Delirium, grand nom aussi qui sera présent et pour le coup représent en France après son petit passage à Express à Paris au mois de septembre dernier, c'est Brian Talbot qui sera là, puisqu'il y a le 4e tome de la série Granville qui vient de sortir, c'est Granville Noël. Alors à quelques 3 semaines près, franchement, on était pile poil dans la thématique, mais il n'empêche. Donc Granville, cette série dont on vous a déjà parlé avec cet inspecteur. On a même déjà parlé avec lui. Et oui, j'allais y venir. Pardon, excuse-moi. Tu me coupes l'herbe sous le pied. Donc avec cet inspecteur Lebrock, le fameux blaireau, le Badger, Sherlock Holmes, dans cette utopie ou cette dystopie qui voit en fait Uchronie, pardon, merci. Dans le bon terme, cette Uchronie où la France a gagné les guerres napoléoniennes. C'est un empire français. Paris d'ailleurs s'appelle Granville maintenant, et Le Broc va mener des enquêtes. Donc c'est vraiment une série un peu
un peu franco-belge dans l'esprit, où chaque tome c'est une aventure séparée qui peut se lire indépendamment, même si on retrouve certains éléments de continuité, mais chaque tome peut vraiment s'aborder indépendamment. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait c'est Granville avec un sous-titre et qu'il n'y a pas forcément de tome 1, tome 2, 3, 4. D'ailleurs je crois même sur les albums de Delirium, je crois qu'il met pas de tomaison, tu vois. Il les présente un petit peu de façon vraiment très très séparée, mais donc c'est quand même comme les albums de Sherlock, enfin les romans de Sherlock Holmes, quoi, quelque part. Oui, c'est vrai. Il y a une sorte de chronologie, mais t'es pas obligé de les lire dans l'ordre, tu vois. Ouais, complètement. Et surtout, en plus, hyper référencé d'un point de vue culturel, des références à d'autres personnages de bande dessinée, à de la culture anglaise. L'art pictural du XXe siècle. Effectivement, alors, dans cet univers-là, donc c'est des animaux anthropomorphes. Oui. Mais il y a aussi une race de singes, entre guillemets, qui est apparue à Angoulême et qui, en fait, sont des singes qui n'ont pas de poils sur le visage. Et donc, en fait, c'est des humains. Et c'est des humains qui ont tous des gueules de personnages de bande dessinée. Il y a Blake et Mortimer, il y a Spirou, il y a Tintin, il y a tout le monde. Voilà. C'est génial. Donc c'est une série géniale. On a fait une interview avec Brian Talbot qui est toujours disponible en ligne. Est-ce que ce serait peut-être l'occasion d'aller le recroiser juste pour parler à la limite de ce tome-là spécifiquement? On verra s'il attend. En tout cas, il sera disponible surtout pour aller à la rencontre de son lectorat. Et vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil à Granville d'ici là, parce que ça aussi, c'est dans les recommandations. Je m'aperçois que si vous suivez toutes nos recommandations depuis là, vous êtes déjà à sec alors que c'est à peine le début de l'année et on s'en excuse pas du tout. Et juste parce que je vois aussi tout l'intégrale de Nemesis de Warlock qui nous regarde du coin de l'œil. Brian Talbot, c'est aussi l'un des grands dessinateurs de Nemesis, évidemment, et c'est toujours disponible chez Delirium. Je ne le répéterai jamais assez. Lisez ça, c'est ultra bien. Et si à l'occasion, d'ailleurs, Arnaud, un podcast thématique se débloque, sur l'œuvre française, on va dire, de Talbot, ça pourrait être très intéressant, parce que je pense qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que Granville, c'était hyper bien. Peut-être. Si vous aimez même l'action, la violence et les références à Jean-Marie Le Pen, oui, c'est vrai. Il y en a plein. BD. Oui, c'est vrai. On y reviendra prochainement. De toute façon, on a plein de temps pour faire des podcasts comme toujours. Faut juste le trouver. Mais on vous a déjà quand même, on en a quand même déjà pas mal parlé de Granville quand même. Mais on a juste fait un tome en VF, je crois, en review VF. Et encore, hein. Si, on l'a fait. Ouais. Ok. Bon, j'ai envie de plus en parler. Faut faire du backfish VF prochainement, donc je pense qu'on pourra mettre le Granville Noël dedans. Carrément. Allez. Du côté, on continue sur la suite de l'actualité VF. Une petite nouvelle également, une nouvelle plutôt, moi, en tout cas, ça m'intéresse. Du côté des éditions de Néophilis, donc c'est une maison d'édition indépendante qui fait à la fois du comics en tant que tel, mais souvent des vieux titres, en fait, notamment. Conan, beaucoup. Donc il y a eu pas mal de Conan, il y a eu pas mal d'œuvres hors Marvel de Steve Ditko, il y a aussi eu les Red Sonja de Frank Thorne qui ont été faits. Et à côté, en fait, ils font aussi des publications sur la bande dessinée, et notamment sur la bande dessinée américaine, soit sur des auteurs ou sur juste la publication des comics en France. Il y a notamment un ouvrage que j'avais lu il y a maintenant pas mal de temps, qui était écrit par Jean-Michel Ferragati sur l'âge d'or des publications entre 1945 et 1960 des comics en France, donc notamment avec la Sage Édition qui avait apporté Action Comics, Superman dans les années 40. Comment il s'appelait déjà à l'époque? Bernard Trout, le monsieur. Non, le personnage, comment il l'avait traduit? Ah, Yordi. Ouais, Yordi. Voilà. Quand vous rappelez que Luffy s'appelait Corentin au départ en France, Superman s'appelait Yordi aussi. Il a eu d'autres noms, beau marché. Il a vraiment eu plusieurs noms différents et voilà, et ça c'était vraiment des choses où les épisodes étaient coupés, découpés, réagencés de façon trop bizarre. Il changeait les intrigues, non, aussi. Oui, parfois, il y avait vraiment des bails super bizarres. C'est lequel le survivant de Superman en France, quoi. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de parallèles. De toute façon, jusqu'à une certaine époque, la bande dessinée, elle a pas mal souffert. Et puis même, on le sait, dans les années 80, chez les éditions Lug, les comics Marvel ont eu pas mal à faire avec la censure, ne serait-ce qu'avec des personnages qui étaient en maillot de bain, qui se retrouvent en robe pour la VF. Parce qu'un dessin en maillot de bain, c'est excitant quand même. C'était les jeux vidéo de l'époque, les comics, les bandes dessinées de façon générale. Bref, tout ça pour dire que on connaît beaucoup les éditions Lug justement pour ce qui est des comics Marvel en France, mais pour DC, c'est un petit peu différent parce qu'il y a plusieurs maisons d'édition qui sont passées le relais bien avant que ce soit Urban Comics qui reprenne tout en 2012. Et dans les années à 50, c'est une maison d'édition qui s'appelle Artima, qui avait d'abord commencé à publier des bouquins d'images et de coloriage. En fait, c'était tourné vers la bande dessinée. Avec la publication notamment de personnages comme Green Arrow ou Adam Strange. Ensuite, en 1962, l'éditeur est racheté par les presses de la Cité et devient Aredit. Et là, ils se font aussi connaître parce qu'ils ont pas mal de collections comme Artima Color DC Superstar ou Marvel Superstar qui leur permettent de publier à la fois du DC, donc du Camelot 3000, du Swamp Thing, du New Teen Titans, donc, ou du Kamandi, donc quand même des très grands noms aujourd'hui, des séries qui sont
qui figure au panthéon des plus grandes bandes dessinées d'essai existantes, et aussi donc du côté de Marvel en fait les choses dont Luke ne voulait pas. Et il y avait du Doctor Strange ou du Khazar ou les Micronautes dont on avait parlé il y a pas si longtemps lors d'un précédent front page. En gros, donc il y a un bouquin qui est écrit par Benoît Bonte, qui est dessinateur et aussi auteur d'essais sur la bande dessinée, qui va proposer un bouquin donc sur l'histoire des éditions Aredit Artima pour vraiment retracer le parcours de cette boîte et comment en fait ils ont permis de contribuer à l'installation des comics en France au même titre que avant eux Sage Édition et tout un tas d'autres maisons, et puis à Lug, et puis maintenant tous les éditeurs ensuite qui ont fait leur chemin entre temps. Donc je pense que c'est super important d'avoir bien ces marques du passé pour bien savoir d'où on vient, pour regarder aussi vers où on va. Donc moi je suis super content de voir que ça arrive chez Néophélis. Non, mais c'est bien, je suis content aussi. Moi j'avoue que c'est toujours assez intéressant de voir comment justement notre rapport à l'édition de la bande dessinée a vachement changé au fur et à mesure du temps, et d'imaginer qu'il y avait des gens qui se sont dit qu'il y avait un marché à conquérir à l'époque avec des personnages qui étaient quand même beaucoup moins connus en France qu'aujourd'hui à travers le spectre des adaptations. Ça peut être super intéressant. C'est un petit peu comme quand moi je me souviens, ça a quasiment rien à voir, mais quand Pixel Love avait fait un bouquin sur l'histoire de la NES, ils avaient été les premiers à justement été interrogés de la boîte qui avait ramené la NES en France, et il y avait plein d'anecdotes super dingues sur comment est-ce que les mecs avaient claqué des centaines de millions pour des magazines qui vendaient à perte, qui distribuaient à perte. Et du coup, c'est toujours des petits secteurs qui sont intéressants parce que personne n'étudie ça en dehors de chez nous. Et il y a aussi une histoire de la bande dessinée, du comics en France, qui n'a effectivement pas démarré avec Panini Comics ou les éditions USA, c'est important de le rappeler. Donc très bien, très beau travail. Ceci dit, j'ai envie de savoir, du coup, Arnaud, est-ce que tu as écrit un bouquin sur 619 en France? C'est ma question. Mais j'en suis pas. C'est ma question. Si je les avais Tout le monde se pose cette question. Dites-le dans les commentaires. J'avais 13 ans quand c'est né, donc je pense que c'est peut-être compliqué. Ouais, alors, je crois que Bont, il avait 10 ans quand c'est ça. Eh bien, ça attendra, mais en même temps, quand j'allais dire quand ils auront disparu, qu'il faudra faire le travail de mémoire. Tu vois, pour l'instant, je préfère quand même largement les accompagner. Enfin, je dis pas que j'ai pas envie d'écrire sur eux non plus, mais pour l'instant, j'aime beaucoup surtout accompagner les projets qui sont encore, parce que c'est un éditeur qui est vivant et très vivant. Donc, pour l'instant, je préfère faire ça. Bien entendu, il faudra aussi s'interroger sur leur passé, bien entendu. Mais après, avec le Mutafuka, il y a quand même déjà un historique aussi, et tout un tas de données qui sont présentes là-dessus. Mais c'est plus sérieux quand t'as un bouquin, si tu veux te faire inviter. Oui, c'est sûr. Si je vais aller à France Télévisions ou effectivement dans une émission Feng Shui, ou même être invité au festival d'Angoulême pour faire une conférence, par exemple. Allez, Corentin, on continue. Je voulais faire juste une petite note aussi. On a fait un podcast pour ouvrir l'année avec Happy Misfits Publishing, donc c'est une maison d'édition dont on avait déjà un petit peu parlé pour leur premier projet Who Wants to Be God. C'était l'année dernière que ça s'était lancé avec un premier petit bouquin qui est proposé chez eux. Donc Happy Misfits Publishing, une maison d'édition que moi j'appelle volontairement radicale dans leur proposition, parce qu'elle l'est, puisque ils veulent publier que des auteurs qui n'ont jamais été publiés avant. Ils veulent le faire directement de l'éditeur au lecteur, c'est-à-dire en se passant de plusieurs intermédiaires qui sont en l'occurrence le circuit de distribution et des libraires, justement pour redistribuer les pourcentages, les fameux pourcentages du prix du prix de l'album en termes de droits d'auteur, et donc proposer en fait un pourcentage beaucoup plus important aux auteurs, et surtout dans leur stratégie maintenant de passer aussi par Substack, cette fameuse newsletter qui est disponible aussi par abonnement et qui avait fait pas mal de bruit quand Nick Spencer avait été débauché pour aller recruter tout un tas d'auteurs pour faire des comics directement sur Substack. Donc on les a reçus, on vous recommande de commander ce Super Friends parce qu'il vous présentera forcément mieux le projet. Donc Steve, le directeur de Happy Misfits Publishing. Mais je voulais en reparler un petit peu parce qu'en ce moment ils font donc une anthologie qui s'appelle Les Fantômes en nous. Et en fait, c'est plusieurs courtes histoires qui sont proposées. Et en fait, à partir du moment où tu prends l'abonnement annuel, en fait, à la fin de la publication de ces 12 histoires, en fait, tu recevras aussi l'album chez toi en physique. Donc ça, c'est un deuxième. Donc voilà, il y a 2 gros projets en ce moment qui sont en cours. Donc ce projet auquel vous pouvez accéder directement, c'est l'anthologie Les Fantômes en nous, parce qu'il y a déjà 3-4 histoires qui ont été publiées. Donc de la bande dessinée d'inspiration très diverse. Hein, c'est souvent du noir et blanc, mais il y a aussi de la couleur. C'est dans des styles très différents, où il y en a clairement, c'est beaucoup plus d'inspiration manga d'ailleurs, hein, très très japonais, mais d'autres où c'est dans une approche peut-être plus indé aussi, plus arty. Donc voilà, en tout cas il y a des choses à découvrir. Et pour le
projet Who Wants to Be God. Justement, je crois qu'ils le disent dans le podcast aussi, donc je ne spoil rien, mais il y aura une campagne plus tard dans l'année pour faire financer l'ensemble du truc. Mais en attendant, donc, pareil, il y a un lien dans la description pour aller juste visiter le Substack de Happy Misfits Publishing. Il y a des histoires qui sont disponibles sans abonnement. Vous pouvez découvrir un petit peu le truc et en parler autour de vous si ça vous plaît. On continue encore du côté des petites maisons d'édition, c'est un peu le focus et c'est très bien parce qu'en fait en ce début d'année on peut profiter aussi parfois d'une période un peu plus calme parce que les gros ricains sont pas en train de dégainer toutes leurs cartouches, encore que, mais voilà, cette période... Les gros français ont-ils déjà tiré à la fin d'année? Ouais, c'est ça. Donc, avoir un peu cette période de calme aussi, juste pour nous se poser et prendre le temps de parler de choses un peu moins en vue d'habitude ou qui ont du mal à se faire entendre avec le bruit ambiant, auquel on participe bien évidemment, parce qu'il faut bien il faut bien parler aussi de tout. Mais donc, il y a une structure, une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Myria, qui sont pas du tout spécialisées dans les comics. Ils font de la BD, des livres jeunesse, de la BD pour jeunes, des choses assez diverses et variées, mais ils vont publier des comics cette année. Alors la date exacte, je crois que c'est pour le premier semestre, donc ça laisse quand même une marge de manœuvre. Je crois que c'est vraiment plus avril-mai que janvier-février en l'occurrence. C'est les comics Titan Mouse of Might de Gary Shipman, un titre que je ne connaissais pas, hein, je vais être très franc, et d'ailleurs même le travail de l'auteur Gary Shipman, c'est pas quelqu'un qui est hyper prolifique, et vu qu'il est en indépendant complet avec sa femme depuis pas mal d'années, en fait c'est pas forcément des choses qui sortent très régulièrement, et donc voilà, forcément on n'entend pas parler tous les jours, mais c'est quand même un auteur qui s'est fait connaître pour une série qui s'appelle Packins Land, qui est un peu une sorte de je décrirais ça un peu comme soit du Alice au Pays des Merveilles, soit un peu du Narnia, dans le sens où c'est vraiment l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve dans un monde en fait où il y a plein de créatures d'animaux qui parlent et tout ça, de créatures magiques, de monstres. Et c'est une série qui s'était fait remarquer dans les années 90 quand ça a commencé à être publié. Gary Shipman avait obtenu plusieurs nominations aux Harvey Awards et Eisner Awards, notamment sur les catégories meilleur jeune espoir, Best New Talent, voilà, les jeunes espoirs. Donc c'est une série qui avait été publiée chez Caliber Comics avant d'être repris par Image, et c'est un concept assez particulier parce que chaque volume était accompagné de romans en fait. T'avais des petits romans et ensuite et en même temps l'adaptation en BD, Gary Shipman qui la dessinait. Donc Packins Land, c'est quand même un truc assez vieux, mais plus récemment Gary Shipman a décidé d'en faire en fait une forme de spin-off avec Titan Mouse of Might, qui est le titre de Shipman qu'ont choisi les éditions Myria pour faire connaître l'auteur en France, et peut-être certainement le plus abordable, on va dire, parce que c'est un peu plus récent, et peut-être le concept aussi est plus simple, c'est-à-dire en gros c'est une souris parlante qui s'est échappée d'un laboratoire sur lequel en fait on lui faisait des expérimentations enfin façon vraiment très syndrome du super soldat. Non, sérum du super soldat de Captain America, et qui en fait est débarqué dans notre monde où elle va s'atteler à protéger d'autres animaux en fait de gens qui torturent des animaux, ils font des expériences sur eux, et en gros donc c'est une souris qui parle avec des super pouvoirs et un costume de Batman. Donc vraiment t'as vraiment le mélange un petit peu de tout ça. Je trouve que la couverture, c'est une cousine de Super Souris en fait. Ouais, c'est ça, mais la couverture marche vachement bien, tu vois, pour le coup je trouve que même les pages intérieures sont jolies. Non mais je l'ai vu, t'inquiète. Ouais, t'as regardé. Donc c'est un titre, donc l'éditeur promet une série fleuve d'au moins 3 tomes de 180 pages, ça arrivera au prix d'une 4,90. Donc il y a effectivement des pages en noir, c'est du noir et blanc, hein, ce sera du noir et blanc. Alors je sais qu'il y a très vieux comics, enfin très ici comics dans l'esthétique et l'usage des ancrages. Et du coup pour ceux qui voient pas Super Souris, The Mighty Mouse, c'est une parodie du cartoon Superman de Fleischer qui aurait croisé la route de Mickey. Du coup de Mickey, parce que c'est vraiment une souris avec les oreilles rondes et compagnie. Et du coup là je pense que le nom Mouse of Mighty du coup est un petit clin d'œil à Demetrius Johnson aussi. Et du coup ça a l'air effectivement assez chouette, le concept est sympa. C'est vrai que faire du super-héros pour enfants avec cette tonalité justement plus horreur, parce que même la première page on voit une espèce de spectre qui pareil évoque vraiment un historique très comics d'horreur des années 50-60. Ça peut être assez cool. Moi, j'avoue, pareil, je connais très mal Gary Shipman. J'ai plus l'impression que c'est un illustrateur qu'un artiste de BD, au demeurant d'ailleurs. Mais il a bossé dans pas mal d'industries différentes. Il a aussi fait pour du concept art, de l'animation, de jeux vidéo. Il a travaillé avec Rick et Morty, je crois, à un moment donné. Enfin, c'est là ce que j'ai vu de plus récent chose de lui. Donc pourquoi pas. En tout cas, le concept est assez chouette. Et puis c'est bien d'avoir des petites thématiques animalières dans la bande dessinée. Oui, les thématiques animalières, ça fait toujours plaisir. Du côté c'est vrai. des autres. Vive les bêtes. Hein? Vive les bêtes.
Revive les quoi? Les bêtes. Les bêtes, j'ai compris les bêtes, et du coup, je me disais... Non, j'imitais l'accent du mec qui avait fait L'amour est dans le pré, là, tu sais, le gros. Comment il s'appelait? Tu sais un peu comment il s'appelait? Il est hyper connu. Bref, peu importe. C'était un peu la resta de L'amour est dans le pré. Là, tu nous perds complètement, Corentin. Ouais, je sais, mais je l'ai vu chez mon père à l'époque, il adorait L'amour est dans le pré, il m'obligeait à regarder avec lui. On n'avait pas forcément envie de savoir ça. Allez, Corentin, du coup. Toi, tu veux qu'on parle de tes références télé, non? Non, on n'en parle pas. Tu me dis. La preuve, ça n'a jamais été un sujet nulle part pour personne, en fait. Puisque je ne regarde pas la télé en tout cas, donc il y a vraiment zéro référence à avoir. Je disais, du côté de Glénat, là, on est quand même chez une maison d'édition plus importante. Vous le savez, le label Glénat Comics en tant que tel, il n'existe pas. Je crois juste que le Lady Mechanica, ils ont continué de le mettre pour la sortie du tome 8, mais le reste de toutes les productions qu'on a pu avoir, qui venaient des États-Unis, sensu stricto, comme Adventure Man de Matt Fraction et Terry Dodson, ou le Friday d'Ed Brubaker et Marcos Martin, c'est en Glénat hors collection. Voilà, on oublie le label comics, ça fait, voilà, c'est du passé, c'est enterré. Ceci dit, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des BD américaines qui arrivent, et il y en a une qui arrive prochainement, là, au mois de février, qui s'appelle La Voix Dragon. C'est un titre plutôt jeunesse adolescent, hein, clairement, qui s'appelle The Dragon Path en anglais, qui est écrit et dessiné par Ethan Young, qui était sorti en 2021 chez Scholastic. Donc c'est un dessinateur américain d'origine chinoise qui incorpore des éléments souvent de mythologie et de ses racines culturelles en fait dans les histoires qu'il raconte. Il s'était notamment fait connaître avec une BD, enfin un webcomics qui s'appelle Life Between Panels, qui a été ensuite imprimé chez Dark Horse. Et toi, je crois que il y avait très longtemps, tu avais fait un article sur lui à l'occasion justement de cette édition imprimée, et t'avais cité Nanjing The Burning City, donc je sais pas si t'avais lu ça ou pas oh là là, à l'époque, mais ça date. De quoi tu me parles? Non, je ne te mets pas en porte-à-faux, mais il faut savoir aussi que il a travaillé comme character designer sur la série animée Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est donc le nouveau nom de la série à venir, Spider-Man Freshman Year pour Marvel Studios. Donc de quoi ça parle? The Dragon Pass, en fait, c'est vraiment l'histoire d'un prince qui a été séparé des siens dans un royaume, voilà, où en fait un peuple de nomades a quitté ses terres sinistrées pour rejoindre un lieu mythique, et en fait on va le suivre au cours de son périple, parce qu'il va être aidé par un vieux maître mystique, et donc ce prince au cours de son périple va également essayer de sauver sa tribu en faisant voilà tout un tas en affrontant tout un tas d'obstacles qui l'amènent bien entendu vers, on va dire, un parcours initiatique, en fait, je dirais quelque chose comme ça. Donc bien entendu, vous l'aurez compris, à mes hésitations, je ne l'ai pas lu, hein, j'ai pas compris, moi. C'est normal, puisque ça arrive et que moi je n'ai pas forcément l'œil surtout en VO, mais en tout cas c'était juste, en tout cas surtout pour noter son existence, que ça existe, parce que moi je trouve que c'est toujours bien de montrer que oui, il y a toujours quand même des œuvres éditées aux États-Unis qui arrivent en France. Et puis je trouve que la couverture, pour le coup, j'ai fait une comparaison avec celle de Scholastic, mais je trouve que la couverture faite pour Glénat, elle est vraiment super. En gros, le dessin du gamin reste sur la VO, mais juste que derrière t'as d'autres visages de personnages. Je trouve que ça fait un rendu assez moche, alors que là t'as un côté beaucoup plus travaillé sur le décor, le côté un peu mystique de l'approche. Et donc même si on juge pas un bouquin à sa couverture, j'ai vu le visuel, j'ai fait punaise, ça a l'air plutôt sympa, ça me donne envie de m'y intéresser. Ce sera en souple 200 pages écailles pour 17,90 le 7 février 2024 chez Glénat, et ma foi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un back issues. Effectivement, j'ai fait cet article le 16 novembre 2017. Tu vois, ça devait faire genre 3 mois que j'étais à Comics Blog, je crois. Ouais, mais c'est en novembre, ouais, clairement. C'était les tout débuts de notre carrière sur ce média. Et on va terminer le tour des annonces avec un petit peu de Panini pour aller vers un autre grand groupe d'édition qui a fait pas mal de dernières annonces concernant la gamme Must Have, qui est donc cette gamme d'albums avec le fameux bandeau doré en haut de la couverture. Qui est magnifique, et n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il est moche, parce qu'ils ont tort et ils sont jaloux. Mais il y en a qui aiment, et il y en a qui apprécient, et il y en a qui apprécient en plus l'aspect un petit peu collection uniforme. Alors c'est censé être... Moi, je pense qu'il faudrait le faire en brillant même, avec du vernis sélectif, tu vois, autour du must-have, tu vois. Non, ce serait génial. Non, et même des petits diamants dedans en plastique. Non, du coup, et quand tu l'ouvres, il fait une petite musique. Merci d'avoir acheté un must-have. Non. Mais c'est moche, putain, franchement. Je trouve que cette tentative d'ironie était vaine. Il est pas joli ce bandeau. Donc, Arnaud, alors. Écoute,
les goûts et les couleurs. Après, l'intérêt de la collection à la base, c'est de proposer donc voilà des grands classiques et ce qu'on appelle des must-have, donc vraiment les choses qui doivent figurer dans votre bibliothèque. Et surtout de les avoir à des prix assez attractifs. C'était le cas lors de la première année, puis après il y a eu le Covid et les augmentations et tout ça. Et c'est un petit peu moins le cas. Il y a quand même certains albums où effectivement je pense que ça reste toujours plus intéressant que les 100% Marvel qui sont ceux qui payent le prix fort vraiment des dernières augmentations. Les must-have, t'as quand même souvent des trucs plutôt intéressants, mais là surtout quand même. Disons que c'est du deluxe à pas cher, quoi. Bah ouais, mais ça reste dans un format comics plus classique, tu vois. Le deluxe a agrandi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la sélection des titres, c'est souvent des machins qui sont déjà passés en deluxe. Donc c'est un peu qui remettent en papouille à petit prix, petit format, quoi. Voilà, enfin un format normal, mais effectivement avec un prix un peu plus intéressant. Il y a aussi des bonus qui sont exclusifs à cette édition, notamment en fin d'album. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, par contre, là, ce qui nous intéressait, c'était surtout la sélection, puisqu'il y a des nouveaux titres qui ont été annoncés. Est-ce que tu nous en parles un petit peu juste? Oui, alors 2 têtes, il faudra que tu m'aides un petit peu. Il y a le tome 1, alors le seul projet qui n'est pas une série complète, c'est le tome 1 de Alias, de Brian Bendis et Michael Gaydos. Donc voilà, on va pas vous faire l'histoire, c'est l'histoire on va vous la refaire d'ailleurs. C'est Jessica Jones, ancienne super-héros qui se réinvente détective privé, qui est dépressive alcoolique, qui entretient un début de relation sexuelle qui va migrer en romance avec Luke Cage. Elle travaille un peu pour Jonah Jameson, elle résout des enquêtes, elle cherche à récupérer une sextape dans le premier album. Une super série, un chef-d'œuvre des comics, Brian Bendis dans sa meilleure période, c'est très bien, et il y aura un bandeau doré. Ensuite, Captain America. Après, j'ai envie de dire qu'il y a, je sais pas si le Alias a été fait en deluxe aussi, avec l'intégrale de la série. Il y a 2 ans, ouais. Ouais, donc, a priori, moi, si vraiment vous connaissez pas, moi, je vous dirais plus à la limite d'aller directement sur l'intégrale de la série, surtout qu'elle est pas très très longue. Et qu'après il y a The Pulse, il y a The Pulse, donc c'est quand même. C'est 28 numéros, je crois. Ouais, donc ça doit faire 2 deluxe, quoi. Ouais, c'est ça. Donc oui, effectivement. Après, c'est toujours pareil. Je pense que c'est toujours un peu bête dans une collection must-have qui est pas une collection numérotée de mettre des récits qui sont pas des récits complets. Mais le reste, en tout cas, c'est des récits complets, puisqu'il y a Captain America blanc White de Jeff Loeb Team Sale. Donc c'est le 4e album de la collection que les Français ont eu la bonne idée de baptiser Colors, et que aux États-Unis ils disent pas Colors, ils disent Yellow, Blue, White, et c'est quoi et Grey. Voilà, Yellow, Blue, Grey and White. Donc la collection Hulk Grey, Spider-Man Blue, Daredevil Yellow et donc Captain America White, qui avait été attendu pendant 10 ans et qui est fini par sortir, qui avait un peu déçu tout le monde parce que c'était pas le meilleur des Team Sale, mais évidemment on imagine que depuis la mort de Team Sale, il est important de remettre sa bibliographie en avant pour que toutes celles et ceux qui n'auraient pas tout lu ou qui auraient envie de le découvrir aient de quoi le faire. Donc voilà, c'est l'histoire de Cap, une lecture de ses origines, que sympathique. Il y a également Fantastic Four 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est Grant Morrison et Jay Lee. Un jeune Jay Lee dans mon souvenir. C'est du Marvel Knights. Donc c'est une relecture des Fantastic Four. C'est les Fantastic Four dans un contexte plus sérieux. Chaque numéro va être consacré à l'un des personnages. Moins dans une exploration des origines que de leur propre thématique personnelle et de ce qui s'apporte mutuellement ou de ce qui ne s'apporte plus, puisque c'est quand même pareil, assez crépusculaire sans trop en dire. Il y a un côté, c'est peut-être la fin des FF et tout. Enfin, c'est assez noir comme histoire. Autre histoire qui est assez noire et qui est beaucoup plus longue, les Inhumans de Paul Jenkins et Jay Lee. Hyper bien, ça. Voilà, qui est souvent considéré comme un des chefs-d'œuvre des comics de Marvel. Et le seul indispensable des Inhumains, en vérité. Hein, ouais, c'est ce que la question que je me pose souvent, mais c'est vrai que quand on te dit c'est quoi les bonnes lectures, c'est vrai que la série Black Bolt de Saladin Ahmed était pas mal aussi. Ouais, était jolie. Mais en termes de vraiment, si à la limite vous connaissez pas les Inhumains et qu'il vous faut lire qu'un seul titre, c'est celui-là. Vraiment, c'est la série de quelques passages des FF de Hickman aussi, et puis des FF de Kirby aussi, mais non, mais je veux dire, l'équipe est utile. Il y a qu'un seul truc à lire. Vraiment, un seul. Ah bah oui, c'est celui-là, oui, voilà. Probablement. Voilà. Donc là, c'est Tour d'Ivoire, c'est le titre qui a été donné à cet arc, qui a déjà été fait en deluxe. C'est l'ensemble de la série, donc les 12 numéros, donc 300 pages, selon Panini. C'est très cool. Là, c'est compliqué de vous résumer ça, mais bon, les Inhumains, en fait, qui vivent dans une cité perdue qui s'appelle Attilan. C'est une espèce qui a été fondée par les Kree quand ils sont arrivés sur Terre, et qui est un chaînon de l'homo, entre guillemets, parce qu'il y a l'homo sapiens et il y a l'homo inhuman, qui est parallèle à nous et qui ont des pouvoirs un petit peu comme les X-Men, sauf qu'ils ont assemblé ils naissent avec des pouvoirs, je veux dire. Ils ont assemblé une chronologie beaucoup plus divine depuis leur début. Ils ne meurent pas vraiment de vieillesse.
Ils ont des animaux, enfin c'est assez compliqué, mais grosso modo cet album-là, leurs pouvoirs sont quand même activés avec un rituel, quoi. Oui, voilà. Enfin, il y a un côté beaucoup plus religieux, c'est du Kirby dans l'idée. Un côté beaucoup plus religieux, un côté beaucoup plus civilisation, péplum, science, etc. C'est un peu les Eternals plus tard aussi quelque part. Donc c'est super cool. En tout cas, ce volume-là est super cool et c'est encore une fois du bon Jelly. Si vous aimez, pas le Jelly moderne, qui a été plus vers un style un peu plus poupie, un peu plus peinture, on va dire, avec le temps. Ce Jelly là, c'est encore du Jelly assez mainstream. C'est encore ancré et découpé comme une BD normale et c'est vachement bien. Qu'est-ce que j'oublie? C'est là qu'il faut que tu m'aides du coup. Il y a du Black Widow aussi, non? Et le Black Widow, c'est le dernier. Black Widow, Marvel Knights, Greg Rucka et Devin Grayson et J.J. Jones. Ouais, bon ça, je sais pas si c'est forcément recommandé. C'est du bon récit d'espionnage par Greg Rucka, qui est un des maîtres du genre. Graphiquement, ça a un peu vieilli, c'est plus vraiment utile, entre guillemets, temporellement, de considérer que c'est canonique ou pas. Voilà, enfin quelques albums plutôt pas mauvais dans l'ensemble. J'ai rien oublié là? Non, c'est bon. Voilà, donc on remet du Marvel Knights en avant quand même, ça c'est chouette. Il y a 3 récits Marvel Knights en une prise, donc ça prouve bien qu'entre guillemets le Panini Comics à minima comprend en fait l'intérêt de cette ligne et de ce qu'elle a eu d'important et même de crucial à une époque. Moi vraiment mon point d'interrogation c'est le alias. Je vois vraiment pas l'intérêt, il y a pas de motivateur temporel, c'est pas comme si Jessica Jones allait revenir tout de suite là en série télé. Ah mais toi t'as déjà vu la série aussi, hein, Non, rien à voir. Okay. Mais non, mais le fait qu'ils sont en train de faire leur backtracking sur la période Marvel Netflix, qu'ils incluent tout ça dans leur timeline officielle, ça permet de remettre un coup de projecteur. Ils auraient pu attendre qu'une nouvelle saison de Jessica Jones. Il y avait eu le moment où ils avaient changé le nom de la série sur Disney+, et on se posait la question de est-ce qu'ils allaient la faire revenir. Enfin, il y a des tonnes d'albums qui méritent aussi d'être mis en must-have. Hein. Ouais, du coup, celui-là, je sais pas pourquoi, mais voilà. Moi, a priori, moi, par définition, je pense que c'est toujours une bonne occasion, quelle que soit l'occasion, de mettre du alias entre les mains des gens. Je pense que c'est une bonne occasion, en fait, de faire découvrir Jessica Jones. Il y a même encore plus récemment, où je relisais, je sais plus quelle histoire autour d'elle. Là, The Variants de Gail Simon, où je me disais, mais bordel, pourquoi on n'a plus d'ongoing Jessica Jones dans la veine de alias, vraiment, de ce côté polar, d'une ancienne super-héroïne qui veut plus rien avoir à faire avec, justement, les super-héros, avec ce côté très à fleur de peau et tout ça, et vraiment ça je comprends pas pourquoi peut-être parce que Bendis a quitté Marvel et que personne ne sait faire du Bendis à part Bendis. Mais il y a pas besoin de ceci dit, pour le coup, Kelly Thompson ça pourrait lui aller, je pense. Elle en avait fait. Mais c'était quoi, c'était une mini? Non, c'était 3 numéros. Ah, c'est l'époque où... c'était 3 récits, donc c'est l'équivalent d'une vraie ongoing de 18. Qu'est-ce que tu nous casses les roubillons, là? Oui, mais c'était il y a 5 ans, gars. Elle a repris c'est sûr. Elle a repris Jessica Jones il y a 5 ans, et comme dit, c'était des récits sous forme de récits complets, enfin de original graphic novel au final, puisque c'était d'abord publié en numérique et de mémoire. Mais je veux dire qu'il n'y a pas eu d'ongoing depuis, et c'est ça qui me manque réellement. Et je veux dire, il n'y a pas que Bendis qui sait faire du polar non plus. Bien sûr que tout le monde n'aura pas forcément son savoir-faire sur les dialogues Mitrehead, sur les échanges et tout ça, mais il y en a d'autres qui mais c'est son personnage, tu vois ce que je veux dire, c'est lui le vrai père de Jessica Jones. Mais à partir de là, je veux dire qu'il y a Miles Morales, fait que maintenant qu'est-ce qu'il est pas très bien écrit, tu vois. Et c'était un peu mieux là avec la nouvelle surtout série, au-delà de ça, tout à l'heure on parlait des Inhumains, faut se rappeler qu'il y a une grosse période où Marvel voulait pousser les Inhumains, d'où la série Bible, etc., parce qu'il y avait des conflits de droit par rapport à X-Men. Là c'est pareil, quelque part depuis l'abandon des séries Netflix Defenders, cet effort de mise en avant, à part Daredevil qui est quand même un statut d'exception, on est bien d'accord. Moi je pourrais te parler d'Iron Fist, les efforts qui n'ont pas été faits depuis la fin du run de Carrie Andrews, c'était bien il y a 10 piges maintenant, non? Enfin un truc comme ça. On commence à en approcher, je pense. Voilà, enfin je veux dire, Iron Fist depuis c'est pas ultra intéressant, à tel point qu'ils ont fini par virer Danny Rand pour mettre un personnage qui n'a pas eu droit à une série lui-même. Après je pense que Iron Fist c'est un personnage moins intéressant que Jessica Jones en tant que tel, de façon très ouais, mais ils avaient posé toute une nouvelle mythologie, on en parlait récemment avec ils l'ont pas développé, ouais. Et même Luke Cage, Luke Cage, non, il a quand même toujours eu une présence. Si, puis là, avec le Timeless et tout ça, tu sens qu'ils font, et puis il est devenu maire de New York, donc il a quand même il est quand même bien là. Enfin, moi, je pense que le retour, justement, de Marvel Spotlight et compagnie va permettre à Marvel de se recentrer un peu sur leur force, au niveau urbain. Oui, du street level, mais surtout, faites-le revenir aussi en comics, et vraiment, tout à fait. Quelque part, Moon Knight, tu vois, on bouffe pas si mal, on bouffe pas extraordinairement bien, mais bon.
Oui. Ça se mange, quoi, tu vois, c'est comestible. Oui, ça se mange. C'est pas dégueu. Ça se mange. Et alors, qu'est-ce qui se mange pas mais qui se lit? Ce sont les comics, bien entendu. Et donc, c'est le moment, puisqu'on fait la transition vers la partie VO. Il y avait une grosse partie VF cette fois-ci, donc forcément, c'est un prochain front page où il y aura moins de VF, ça arrivera plus tôt. Mais donc, c'est le moment du Focus Pulps. J'ai pas de générique à chanter pour ça. C'est le Focus Pulps. Oui, voilà. C'est le Focus Pulps. Ta-da-da. Merci Corentin. Donc cette petite pastille qu'on vous propose dans le cadre de ce sponsorship avec Pulps donc à Paris. Et donc ce que je vous disais, c'est que Pulps a mis en ligne en fait une offre de précommande donc basée vraiment sur le catalogue des previews, le système vraiment des sollicitations, c'est-à-dire que vous pouvez précommander des comics directement sur leur outil, sur leur site en ligne, sachant que c'est des choses qui arrivent en général 2 mois après. Et il y a une sélection du mois qui est mise en place donc chaque mois en toute logique, sur lequel il y a des prix de lancement où généralement c'est un peu moins cher que le prix le cover price, qu'on appelle le cover price, puisque voilà, Pulse veut faire un effort pour pousser justement certains titres qu'ils jugent intéressants, et nous on intervient là-dedans parce que on se concerne, donc comme je disais avant dans le podcast, en amont pour regarder ce que lui a envie de pousser. Nous en fonction de l'actualité, de ce qu'on a déjà abordé, il y a aussi des choses qui nous intéressent, et donc on s'accorde. Et là en l'occurrence c'était facile parce qu'il y avait plusieurs titres qu'ils avaient sélectionnés sur lesquels nous on était déjà raccord, et il y en a un que j'ai rajouté en fait, que j'ai proposé, qui est donc Man's Best, qui fera partie donc de notre sélection. Mais donc il y a 3 titres sur lesquels on a envie de vous pousser à la lecture en VO si vous lisez de la VO. Donc le premier, c'est Ultimate X-Men. Corentin, pourquoi on estime que Ultimate X-Men, ça devrait avoir un petit peu d'intérêt de votre part? Alors pour contexte, si vous prenez les front pages en route, la nouvelle saga Ultimate a été lancée là récemment, et d'ailleurs le numéro Ultimate Spider-Man vient tout juste de tomber. Donc c'est une nouvelle Terre, une nouvelle réalité, la Terre 6160, où on va essayer un petit peu de moderniser les thèmes qui étaient avant ceux de l'univers Ultimate, qui étaient généralement très centrés sur les États-Unis, avec un pôle de 3 ou 4 séries en alternance, qui étaient Spider-Man, les Ultimates, les X-Men pendant assez longtemps, et les Fantastic Four. En l'occurrence, Hickman a décidé de dépeupler un petit peu les États-Unis avec une nouvelle topographie, une sorte de conseil des Illuminati reptiliens super vilains qui gouvernent un petit peu le monde en secret, qui a été formé par le Maker, donc le Ultimate Reed Richards, pardon. Et ça, c'est la base de la saga principale. D'ailleurs, on a oublié de dire qu'il y a une nouvelle dans les news, on a oublié de dire non, parce que c'est la VO qui arrive après. D'accord, super. Et donc, en l'occurrence, Hickman, il a été assez ambitieux, je trouve, puisqu'il a été chercher Peach Momoko, donc il y a une artiste qui jusqu'ici ne travaillait pas sur les ongoing, qui travaillait que sur des numéros assez restreints ou sur des petites sagas voilà, sur des mini-séries, ouais. Voilà, notamment les Demon Days et Demon Wars, ouais, qui sont donc des relectures de l'univers Marvel version folklore japonais, et qui prennent dans les mythes les démons, l'histoire en fait du Japon, donc l'histoire féodale, l'histoire des yokai, l'histoire des tendo, je crois que ça s'appelle. Enfin, toutes les créatures qui existent sur place, des grands mythes, des grands folklore, des grands contes japonais qui sont revus avec une esthétique qui fait Marvel et un personnage qui lui sert un peu à elle de guide dans cet univers-là, qui est le personnage de Mariko. Là, en l'occurrence, Momoko vraiment abandonne cette espèce de zone de liberté pour aller jouer dans un truc qui sera canonique dans le multivers Marvel. Mais qui reste quand même une forme de nouvelle poche de création. Exactement, et qui va du coup aller directement s'implanter au Japon, puisque le nouvel univers Ultimate va penser en termes de zone géographique, donc Black Panther en Afrique, Spider-Man pour New York, les Ultimates aux États-Unis et les X-Men au Japon. Donc c'est déjà génial parce que c'est une artiste virtuose qui a déjà reçu des prix, qui est l'une des cover artistes les plus demandées aujourd'hui, qui a droit même à un super suivi de la part de Panini en VF, qui fait toujours des éditions collector extraordinaires pour son travail. C'est un trait qui fait beaucoup moins manga que ce qu'on pourrait penser. On peut voir des influences un peu itoyennes ou vraiment plus de l'estampe en fait, ouais. Avec un truc qui fait beaucoup plus art pictural façon 20e siècle, façon 20e siècle japonais. Voilà, des plages de couleurs magnifiques et l'aquarelle, un penchant pour l'horreur qui commence à se développer de plus en plus. Si vous avez lu son numéro sur Dark Vador, vous avez pu le voir notamment. Et là, dès le début, en fait, on voit donc ces personnages. Alors, elle a été prendre des X-Men qui sont je vais pas retenir le nom du personnage. Mais c'est une X-Men qui était déjà connue, qui avait été, je crois, créée par Morrison, qui peut faire apparaître, c'est Armor, je crois qu'elle s'appelle, qui peut faire apparaître une armure autour d'elle. Oui. Et encore une fois, voilà, là, ça va renvoyer à des compréhensions plus japonaises de l'esprit, enfin, du rapport entre corps et esprit, qui est une lycéenne, donc on reste bien dans les codes de la fiction japonaise aussi. Et on va créer ce petit entourage-là de jeunes gens de Tokyo ou de Kyoto qui vont commencer à devenir un petit peu la nouvelle école de mutants,
dans un truc qui ressemble beaucoup à son autrice et qui va être spécialement créé, parce que ça n'avait jamais été fait jusqu'ici, dans l'univers Marvel juste pour Momoko. Donc c'est vraiment un tapis rouge pour une artiste virtuose dont on sait qu'elle va tout péter demain, avec l'apport de Jonathan Hickman, et pour créer une nouvelle saga Marvel parallèle à la principale, donc c'est forcément excitant. Voilà, donc c'est Ultimate X-Men, vraiment après cette mise en couleur en aquarelle, je trouve qui rend super bien à chaque fois. Ça tue. Une artiste qu'on adore déjà depuis plusieurs années, dont on vous avait déjà vanté les mérites sur Demon Days et Demon Wars, qui arrive tout prochainement d'ailleurs en VF. Ce sera l'occasion d'en remettre une couche, mais en attendant, voilà, il y a déjà quand même l'intuition que ce nouvel univers Ultimate a quelque chose. C'est dur à dire. Ouais, t'as vu, hein, c'est les allitérations comme ça, que c'est vraiment quelque chose qui est très prometteur. Et en plus, quand c'est confié voilà, ce qu'on demande, c'est de l'ambition. Et là, pour le coup, ils ont l'air vraiment de vouloir en mettre. Donc, c'est prix de lancement donc de 2,99 au lieu de 3,99. Donc, le lien sera dans la description. Vous pouvez vous y rendre. Oui. Et juste un truc aussi, parce que nous, régulièrement dans les podcasts, on appelle à la nouveauté, à ce que les éditeurs se renouvellent, et ça, c'est le cas. Il y a beaucoup d'artistes italiens ou sud-américains qui arrivent pour bouleverser un peu les codes graphiques. Mais quand même, là, on est vraiment sur un truc qui ressemble à rien de ce que Marvel a fait jusqu'ici dans le canon. Ouais. Donc, il faut aussi envoyer un signal aux éditeurs on veut ce genre de truc, on veut cette liberté-là, on veut cette prise de risque-là. Parce que même si vous pouvez vous dire, oui, après, la VF finira par arriver, c'est aux États-Unis que la création des super-héros se fait, et c'est là-bas aussi qu'il faut dire justement quand il y a de la nouveauté qui arrive, il faut la défendre en fait. Voilà. Tout à fait, et puis ce sera toujours effectivement beaucoup plus intéressant que par exemple un Amazing Spider-Man. On vous l'annonce, il y aura jamais a priori, sauf changement d'équipe créative radicale, il y aura pas de Amazing Spider-Man dans les Focus Pulps de ce podcast. Sûr. Allez, le second titre, parce qu'on va pas non plus, faut pas qu'on perde non plus un quart d'heure, les gens veulent aussi la suite de l'actu. Le second titre, c'est Batman Dark Age, le premier numéro d'une mini-série en 6 de Mark Russell et Michael Allred. Bah dis donc, avec ces deux noms-là, c'est vraiment pas très compliqué de se demander aussi pourquoi on l'a choisi. Bon, alors pareil, un peu de contexte. Alors Mark Russell, du coup, vous connaissez très bien, il a fait Prez, il a fait Billionaire Island, il a fait aussi du super-héros, il a fait pas mal de choses assez intéressantes. Et il avait fait Superman Space Age avec Michael Allred, déjà, qui était déjà une sorte de remix, on va dire, façon kryptonienne, de Fantastic Four Life Story, puisque c'était encore une fois un super-héros qui voit une crise qui arrive à l'horizon, et une crise au sens propre, puisque c'est le Superman de 1985 qui voit arriver Crisis. Je vous le décris parce que ça va jamais arriver en VF. Du coup, voilà. Si, sûrement. Ça y est? Non, j'en sais rien, mais il y a Superman Legacy, donc ça arrivera peut-être à ce moment-là, je sais pas. Mais bon. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est limité. Là, pour le coup, voilà. Michael Allred, c'est un artiste qui, malgré son talent énorme, en fait, c'est très surprenant encore pour nous de le dire aujourd'hui, mais ça trouve pas forcément son public en VF, donc effectivement, c'est aussi. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, là, peut-être, là, ce sera Batman, donc là, mais. Oui. On sait jamais, mais effectivement, il est pas vendeur en France, apparemment, mais donc, bref. Superman Space Age, pareil, il y avait un rapport à la chronologie réelle, avec des références à Kennedy, des références à l'histoire humaine, à la guerre, à la conquête spatiale, à beaucoup de choses qui étaient très bien faites, très bien dessinées. C'était assez mélancolique, assez drôle aussi. Enfin, on avait le Lex Luthor le plus marrant depuis très longtemps. Enfin, ce Lex Luthor de Mark Russell, c'est toujours le meilleur de toute façon. Donc c'était génial, c'était une super expérience graphique et scénaristique. C'était riche et très complet. Et ils ont reformé le duo, mais du point de vue de Batman, qui était déjà présent dans Superman Space Age, ceci dit. Mais là, il a droit à une sorte de spin-off rien qu'à lui, qui va encore une fois voir l'histoire des États-Unis par le prisme de ce Batman plus sérieux, plus ancré, et probablement aussi avec des notes très satiriques, puisque c'est aussi un satiriste politique, Mark Russell. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire au regard du présent sur justement comment un personnage comme Batman aurait pu s'imbriquer dans les saloperies éventuelles des années 80, etc. Donc vraiment super nouvelle. On a déjà eu les premières pages qui étaient tombées en preview, qui sont juste magnifiques. Comme effectivement tu l'as rappelé, on a très très peu de Michael Allred disponible en VF, en tout cas pas en super-héros, dans le sens où Bug Forager a pas été édité, je crois, alors que c'est un chef-d'œuvre absolu. Ah, mais là on est tellement sur de la niche aussi. iZombie a jamais été édité, et finalement je pense pas que tout ce qui est DC pour l'instant, à part le Before Watchmen, sera un jour édité. Pour des raisons X ou Y, je pense pas. Connaissant un peu les équipes de Urban, je pense que de toute façon ils sont fans aussi d'Allred, mais que le marché doit pas être suffisamment bien dimensionné. Il y a une chronique de Bruce Lee, ceci étant notre copain Bruce Lee, sur le Moon Age Daydream, l'album sur David Bowie par Michael Allred. Si ça vous intéresse, c'est un plan en copinage. Donc bref, pardon. Pareil, il faut inciter aussi, il faut encourager DC quand ils forment ce genre de pairing qui sont quand même géniaux. Un des très grands scénaristes actuels avec l'un des plus grands dessinateurs de l'industrie, pour un titre qui justement s'autorisera à être comique, politique et sérieux et intéressant. Banco. Et pareil, si vous êtes collectionneur, celui-là, il y a moyen qu'il chiffre dans quelques années, parce que, qu'on le veuille ou non, les grands artistes
finissent par compter au bout d'un moment. C'est pas juste nous qui sommes là, nordés comme des cons sur un canapé. Il y a vraiment des gens que ça intéresse, et quand demain après on fait des rééditions en Deluxe et compagnie, c'est ce genre de titres-là qu'on sélectionne. Ouais. Et le troisième focus, c'est de l'indé. Hein. On essaie un petit peu, voilà, toujours de mettre l'accent sur différents types de produits. Donc forcément, il y a des comics en mainstream parce qu'on va pas se passer du mainstream, et justement, il faut aller chercher le bon mainstream, en tout cas celui qui nous semble être bon en amont de l'apparition. Puis aussi de l'indé. Alors forcément, là aussi, on a nos petits chouchous, et c'est comme ça que qu'on va fonctionner pour cette première sélection avec Man's Best, dont on avait parlé le mois dernier dans un front page. C'est la réunion chez Boom Studios. Donc Boom Studios, c'est quand même une des maisons d'édition indépendante qui a le plus anobli sa marque en fait, ces dernières années, avec d'immenses succès, notamment Something is Killing the Children, pour ne citer que lui, mais aussi eu certains titres très en vue comme Berserker. Mais voilà, ils font quand même de l'indé de très bonne qualité ces derniers temps. Et donc il y a un auteur qui arrive chez eux, c'est Pornsack Pichet Shot, qui avait pu faire Infidel, donc une mini-série d'horreur sortie en VF, chez Urban Comics, un peu passé sous le radar, hélas, mais qui était un très bon titre d'horreur sociétale. Voilà, avec Aaron Campbell. Il a ensuite fait The Good Asian, donc un polar lui aussi ancré dans des thématiques sociales, puisque c'est un auteur aussi qui étant asiatique, en fait, veut parler aussi du rapport des États-Unis aux étrangers, notamment à toute l'immigration asiatique. Donc un polar Alexandre Tefenkgi. avec Alexandre Tefenkgi. Donc c'est un polar qui arrivera chez Comics Initiative, et donc sa prochaine création, ça s'appelle Man's Best. C'est chez Boom Studios que ça va arriver. Ça parle en fait d'un petit équipage qui a en fait quitté la Terre pour essayer de trouver une nouvelle planète sur laquelle vivre, parce que ça se passe donc d'ici 2-3 années, la Terre est foutue, et donc parmi cet équipage aussi il y a des animaux donc qui sont un petit peu modifiés, c'est-à-dire qu'on a un petit bulldog français avec une roquette, on a un golden retriever qui a une jambe mécanique, et on a un chat qui pilote une armure méca. Donc ça fait un petit peu nous trois, we three dans le concept, et en fait le vaisseau va se crasher, ils vont se trouver sur une planète où leur équipage a disparu. Ils essayent ensuite de les retrouver sur une planète. Bien sûr, les dangers seront légion. C'est présenté par l'éditeur comme un croisement en fait de l'incroyable voyage. C'est un film de Disney avec des chiens et des chats qui sont perdus dans la forêt, qui doivent rejoindre leur maître, quelque chose comme ça, mais donc dans l'espace. Je vous l'ai dit, avec les animaux un petit peu modifiés mécaniquement et tout ça, ça fait aussi ce côté with free. Red Rover Red Charlie aussi, et Red Rover Charlie, mais sauf qu'ils étaient moins modifiés. Enfin, ils étaient pas modifiés du tout dans Red Rover Charlie pour le coup. Oui, mais c'est 3 animaux dans un monde sans humains. C'est vrai un petit peu. Ouais. Oui, c'est vrai également. Et donc, en plus, c'est illustré par Jesse Lonergan. Jesse Lonergan, c'est un artiste absolument fantastique, un maître du découpage. On l'a déjà dit, qui a fait notamment un one-shot qui s'appelait Edra chez Image Comics il y a 1 an ou 2 maintenant, qui a eu un Eisner Award directement. C'est un auteur que vous aurez l'occasion de découvrir, qui, je pense, va compter, parce qu'il sera publié chez 404 Comics cette année. Donc, je pense, avec Arcade de Van Jansen. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et là, on est toujours dans de la science-fiction, mais je pense que ce sera quelque chose qui sera aussi beaucoup plus abordable, puisque on est dans un contexte avec des chats et des chiens. C'est un registre un peu plus lector friendly, je dirais, quelque chose qui a l'air un peu plus accessible. Mais voilà, il y a un immense artiste, un excellent auteur, un concept super sympa. Voilà, grosso modo, on va pas vous le faire. Il y a pas de mystère dans l'équation. C'est un truc qui nous intéresse depuis longtemps, donc on sera ravis de vous le recommander. Le lien est aussi dans la description sur Pups, un prix de lancement donc de 2,49€. Franchement, c'est en cool. Plus, on sait pas si ça va arriver en VF, donc ouais, et ça en plus, c'est le genre de titre effectivement plus risqué. Donc voilà, comme dit, c'est sûr que c'est Pups Focus, c'est plus pour ceux qui lisent de la VO régulièrement ou qui voudraient se lancer dans la VO. C'est pas si difficile que ça, mine de rien, en fait. Ça s'approche sur le tas aussi. Donc voilà, ce sont les recommandations du mois de janvier, et donc les titres arriveront au mois de mars. C'est le principe de ces précommandes en previews. N'hésitez pas à nous dire si jamais ça vous a intéressé de nous entendre en parler. Et maintenant, c'était le Focus Pulp. On va pouvoir, je sais pas s'ils vont apprécier que tu fasses ça, en fait. Ah ouais? Non. Je vais le faire à chaque fois maintenant. Non, je suis pas sûr que moi j'apprécierais que tu fasses ça à chaque fois. On continue donc du côté de la VO. Focus Pulp, Arnaud. On va continuer du côté de la VO avec IDW qui renouvelle son contrat avec Paramount pour les Tortues Ninja. Ça faisait, c'était pas forcément évident, parce que IDW, ça fait quand même depuis quelques années qu'ils enchaînent les déconvenus. Ils perdent des licences.
ils licencient 30% de leurs effectifs. Il y a leur gamme IDW Originals où ils annoncent 10 titres, mais au final ils en publient que 2. Donc vraiment, ils sont pas dans une situation qui est la des plus reluisantes, mais heureusement pour eux, ils gardent les Tortues Ninja. Pile en 2024, c'est l'heure où on va fêter les 40 ans d'existence de la licence. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, sachant que donc on arrivera au 150e numéro de la série ongoing de Sophie Campbell. Il y a le The Last Ronin 2 qui doit arriver aussi. J'imagine qu'il y aura d'autres projets qui vont arriver, mais en ce sens, j'imagine que chez IDW, ils sont plutôt soulagés. Pourquoi tu te mets comme ça? Parce que j'ai mal au dos, lâche-moi. C'est ridicule. Oui. Mais après, à mon avis, je pense que les annulations de titres en indé, etc., c'est aussi pour pouvoir financer les Tortues Ninja. Parce que, si tu fais un calcul d'équivalence, ce que ça va te coûter de produire de l'indé en espérant être adapté, et en plus après, on sait qu'IDW, c'est pas la boîte qui a le mieux appris de ses erreurs en termes d'adaptation. Ça fait des années qu'ils sont endettés par rapport à ça, parce qu'ils ont en fait couru après cette idée de produire des pilotes eux-mêmes pour ensuite les présenter à des networks, et en fait, dans ce cas-là, t'investis de la thune et t'es pas sûr de recouvrir ensuite. Ils ont recommencé récemment. On avait encore parlé l'année dernière d'adaptation qui avait été mise en route, et c'est très clairement pour ça qu'ils ont validé autant de créations originales quand Mark Dell est arrivé. Ils ont réduit la voilure. On peut trouver que c'est triste ou pas triste. En tout cas, c'est le marché. Il est dimensionné comme ça. Il n'y a pas la place pour autant d'éditeurs indés. En revanche, il y a toujours eu de la place pour les comics Tortues Ninja. Depuis que les Tortues Ninja existent, ça a toujours été. Alors, je sais pas si c'est probablement plus autant un gros vendeur qu'à l'époque, mais la série actuelle, c'est vraiment ce qui s'est fait de mieux sur les Tortues en comics depuis toujours. Certains préféreront le volume Archie, certains préféreront les premiers numéros de Eastman et Laird, mais en vérité, une saga aussi longue, avec un tel développement, avec de telles évolutions de personnages, avec une telle topographie aussi, puisqu'on a été dans l'espace, on a parlé un petit peu de tout ce qui avait été fait au niveau du Foot Clan, en arrière, en avant, la religion, les dimensions, c'est vraiment une saga qui tient debout, et c'est l'une des meilleures sagas si on considère que les super-héros, les Tortues Ninja sont les super-héros en super-héros dans le présent. Donc moi je suis pas spécialement surpris, effectivement, surtout pas après The Last Ronin, qui a été un succès d'édition aux États-Unis et un peu en France aussi, que là la suite arrive, que c'est un nouvel univers qui a l'air de motiver les gens, et qu'en parallèle de ça, les Tortues vont plutôt bien, même si le film n'a pas fait l'argent qu'il aurait pu ou dû faire. De fait, c'est malheureux, mais bon, il a quand même eu un bon accueil critique. La série animée arrive bientôt. Les jeux vidéo Tortues Ninja, ça existe, ça continue. Il y a le jeu Last Ronin qui va arriver. Gros projet, ça, quand même. Exactement. Shredder's Revenge qui avait droit à une petite extension de durée de vie avec un DLC. Bref, moi, je pense que c'est une bonne période pour être fan des Tortues. Il n'y a pas de raison que... À mon avis, Paramount, ils sont contents de ce qui se passe avec les Tortues en comics, parce que The Last Ronin, par exemple, ça fait un truc à adapter. Tu vois, c'est plutôt cool. Le narratif qui est poursuivi, etc., c'est une base qui servira plus tard. De nouveaux personnages qui arrivent régulièrement aussi. Donc en fait, ils font quelque part du bon travail scénaristique et artistique, et ils font aussi du bon travail de développement d'IP. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait depuis 150 numéros, ça peut être des trucs qui pourront servir pour les futurs films, pour les futures séries, pour les futurs goodies. C'est très important aussi. Les Tortues Ninja, ça tient beaucoup grâce au merchandising. Tout à l'heure, on parlait des films Godzilla. Il faut quand même savoir, par exemple, que les films Godzilla au Japon, ça rapporte à peine 20 millions par an à l'époque où il y avait une période faste. Et ça rapportait 100 millions en merchandising, tu vois. Les Tortues, c'est pareil, c'est un truc qui parle aux collectionneurs, qui parle aux mecs qui aiment la figure, qui parle aux mecs qui aiment la hot toys et tout. Donc évidemment, plus tu crées des personnages, il y en a quand même beaucoup qui sont arrivés sous Campbell avec la nouvelle ville, Mutant City et tout. Non, moi je suis pas spécialement étonné, je suis content. Je pense qu'effectivement, c'est quand même rare d'avoir une série qui poursuit avec un tel degré de qualité sur 150 numéros et qui prend autant au sérieux ce concept de 4 tortues d'enfer dans une ville. Très bien, merci Corentin. Autre actualité, c'est du côté de Greg Capullo, plusieurs projets en cours de son côté, un retour au Creator Owned The Creech qu'il avait fait dans les années 90 après avoir travaillé avec Todd McFarlane sur Spawn en fait. Todd l'avait incité en fait à lancer sa propre création chez Todd McFarlane Productions, donc chez Image Comics. Donc c'est The Creech. Alors c'est vraiment le très années 90 dans le délire, donc une créature en fait qui est formée à partir de fœtus mort-nés et d'ADN extraterrestre, sauf que le laborantin qui l'a créé en fait s'aperçoit que le gouvernement en fait l'a transformé en arme vivante. Il essaie de le faire libérer et le Creech est libéré dans la nature et va en fait malgré son apparence monstrueuse en fait sauver un peu la veuve et l'orphelin, en l'occurrence surtout un petit bébé. C'est un échec, pas un échec, mais
un feu de Bengale qui avait duré 3 numéros, tellement ça avait pas pris, en fait. Et dès le volume 2, en fait, on avait déjà un peu à la Hunt une espèce de relecture de ce qui s'était passé dans la saison 1, entre guillemets, parce qu'en fait, on savait pas, Hunt for Blood, le deuxième on savait volume, pas qui était mort, qui était pas mort, si ça s'était vraiment passé ou quoi. Enfin, c'était vraiment, scénaristiquement, ça avait pas un intérêt fou. Et si vous le relisez aujourd'hui, c'est vraiment pas du Capullo comme Batman, hein. C'est vraiment du Capullo qui copie McFarlane avec les grands yeux. Enfin, non, c'est pas, c'est non, la première série. Oui, la première série. Vraiment, c'est du McFarlane. C'est incroyable d'ailleurs de voir à quel point il s'était inspiré de lui, quoi. Donc, en même temps, c'est pas pour rien que McFarlane l'avait récupéré sur Spawn, hein. C'est son élève le plus fidèle, hein. Et donc, en fait, voilà, les 2 premiers volumes, c'était sorti dans les années 90, hein, c'était 97, 98, quelque chose comme ça. En tout cas, chez, non, peut-être 97 le premier, je sais plus. Mais donc, les 2 volumes en fait avaient été édités chez Semic dans les années en 2002. Il n'y a pas eu de réédition depuis. Bon, voilà. C'était 97 la première et Out for Blood c'était en 2001. Et donc 1 an plus tard, on avait les 2 en VF. Mais il est au travail sur un 3e volume qui servira logiquement de conclusion au titre. Donc j'imagine que ça fera plaisir aux fans des premières heures. Moi, je trouve que c'est cool sur le principe que Capullo puisse revenir, en fait, se trouve le temps de revenir à sa création, ce qui reste sa création. C'est important, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois, ça reste sa création. Et surtout, maintenant de le voir avec son vrai style, parce que maintenant, quand tu regardes les planches qu'il a présentées, déjà, bon, moi j'aime bien, parce que j'ai jamais rien contre le style Capullo, mais je trouve quand même que t'as quand même un style. Maintenant, c'est bien sa façon de dessiner à lui, et adapté à cet univers un peu craspec comme ça, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Il a appris à faire des découpes depuis, ce qui est quand même assez important aussi, ouais. Je vais pas être méchant, vraiment, c'est pas un commentaire d'enfoiré que je viens de faire, c'est vraiment lisé à l'époque, c'est super chargé, c'est vraiment la page qui t'agresse la gueule, quoi. Oui. Alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus rythmé, et comme tu dis, oui, c'est cool de le voir retrouver une création originale qui doit compter pour lui, comme pour, j'imagine, les gens qui étaient adolescents à cette époque-là, qui ont découvert, parce que faut aussi dans le contexte, tu vois, à l'époque des années 90, les gens ils allaient vers les BD aussi pour le dessin. Probablement que des gens qui ont eu 15 ans et qui ont découvert The Creech en se disant ouais, c'est le fils caché de McFarlane qui a fait un truc, c'est fou graphiquement, etc., seront ravis de savoir qu'il y a une suite. Ouais, même puis, une réédition éventuelle plus tard. Oui, puis alors je sais pas, parce que c'est vrai que sur la temporalité, il a commencé à en parler sur les réseaux très peu de temps après qu'on savait aussi qu'il était sur le Batman Spawn, qu'il a vu retravailler de nouveau avec Todd McFarlane. Donc est-ce que c'est pas aussi à la suite de ça où il y a eu un engouement aux États-Unis, ça avait très bien marché, peut-être un peu moins en France, mais aux États-Unis ça avait très bien marché, de se dire bon, le revival des années 90, on sait qu'il est présent, on sait qu'il marche et tout ça, on sait qu'il y a de la thune à se faire derrière, c'est sûr certain que il a vu le truc, il s'est dit pourquoi je ferais pas un... Il y avait même Wells Portaccio qui était revenu pour un numéro c'était Shadowhawk, je crois, Shadowline, je sais plus. Enfin, c'était quand même, voilà, ils ont tous essayé de faire leur comeback de gré ou de force, j'ai envie de dire. C'est pas étonnant que, même si la 2e génération Image, Capullo arrive à son tour avec ce truc-là, tu vois. Même, comment ça s'appelait aussi? Il y avait David Finch qui avait fait, c'était pas The Tenth? Non, il avait fait Aphrodite 9. Il y a The Tenth aussi qui était. Enfin, je serais pas étonné si ça revenait ça aussi. Et en tout cas, en parallèle de ça, il bosse aussi chez Marvel, ça on le savait. On avait encore du mal à déterminer vraiment c'était quoi le projet. Puis là, en fait, il a laissé filer le truc parce qu'il a posté une planche sur laquelle il est en train de travailler. Il y avait marqué sur les annotations extérieures, en fait, c'était Wolverine issue 1. Après, il a reposté le post où il a croppé l'image pour qu'on puisse pas voir qu'il y avait marqué Wolverine. Mais trop tard, Internet, c'est la mémoire instantanée, ce genre de choses. Donc, a priori, c'est une nouvelle ongoing Wolverine, ce qui est tout à fait logique puisqu'on sait que à partir de juillet, il y aura une grande relance autour des comics X-Men. Donc forcément, Wolverine sera toujours aussi populaire. En plus, le personnage sera revenu avec Hugh Jackman au cinéma. Enfin, il reviendra cet été au cinéma avec Deadpool 3. Donc, il faudra refaire une ongoing. Et pour le coup, Greg Capullo qui revient chez Marvel après je sais plus combien d'années à ne plus y avoir été. 25, je crois. Combien? 25, hein. 25 ans? Je crois que c'était fin 80 qu'il avait quitté Marvel pour aller chez Image. Enfin, je veux dire fin 80. Je veux dire entre 80 et 90. Non, mais il a refait du Marvel entre-temps, quand même. Non, je crois pas. Hein. Il me semble pas. Il me semble qu'il avait fait pas grand-chose. Déjà, il avait fait que du Khazar. Il avait fait de la X-Force. Mais on en avait parlé dans un podcast. C'est là que tu m'avais engueulé. Moi, genre, ouais, mais Greg Capullo, c'est un nom pour les vieux. Ça peut ramener de nouveaux lecteurs. Ça, je pense toujours. Voilà. Attends, je t'ai mal imité. Mais Capullo, c'est un vieux. Il va pas attirer le nouveau lecteur. Pardon, excuse-moi. C'est trop facile. 34 ans, Arnaud. Donc, non, je te laisse. Tu cherches là? Oui, non, il a pas fait Marvel depuis. Non. Ça fait très longtemps qu'il était que. Non, je savais que ça faisait plusieurs décennies, mais je me rappelais plus combien vraiment. Non, mais je crois que c'était genre, 92 par là. 93. Ça fait un minimum 20 ans, en tout cas. Ouais, ça fait 20 ans, ouais. Clairement. 93, mais 93, c'était il y a 30 ans, oui, c'était il y a 30 ans, 93, par contre.
Bon. Ah bah oui, c'est vrai. Arrêtons de parler d'âge. Mais t'as raison. Merde. Non, mais j'ai pas tout le débrief là, donc je saurais pas être. Ça fait très longtemps. Plus précis, voilà. quoi. Il a pas fait de Marvel depuis qu'il est passé chez McFarlane Productions, où il avait fait Spawn, Ant, Angela, The Creech. Pas mal de c'est trucs. Ça, c'est qu'on lui avait proposé Wolverine ou Batman en 2000, juste avant qu'il fasse les New 52, il avait dit je vais sur Batman, et puis là finalement il s'est quand même dit le beurre et l'argent du beurre, je vais aller faire Wolverine maintenant. C'est aussi une sorte de grand chelem pour lui, je pense. Ceci étant, moi quand il avait annoncé qu'il revenait chez Marvel, c'était avec un dessin de The Thing, des Fantastic Four. Ouais. Ça aurait été peut-être moins évident quand même, parce que Capullo, il est quand même connu pour les séries musclées, les héros musclés, badass et compagnie. Moi, j'aurais été intéressé de le voir sur une série justement plus scientifique et moins typée action. Là, ça fait un peu typecast quand même, je trouve. Oui. Et en même temps, ça fait logique aussi, tu vois. Je trouve que c'est pas, je m'attends pas à ce qu'on mette Capullo sur d'une tranche de vie contemplative, tu vois. Pourquoi pas? Je veux dire, il arrive au bout d'une certaine logique aussi, quelque part. Il faut continuer à se renouveler, même avec le poids des années, je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais je pense que dans la logique éditorial marketing, c'est pas trop... Après, ça reste une bonne nouvelle dans tous les cas. Je veux dire, ils savent comment ils vont relancer Wolverine l'année prochaine et ils savent que ça va faire... ça va bien se vendre. À partir du moment où il fait au moins un arc, quoi, parce que j'imagine qu'il restera pas plus que 6 numéros dessus. Juste, s'il vous plaît, pas Ben Percy ou pas de... Prenez des on sait pas qui écrit d'ailleurs. On sait pas d'ailleurs est-ce qu'il va être auteur complet dessus ou pas. Ça, c'est vrai que ça reste une inconnue. Ça reste une inconnue, mais en tout cas, ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que on parlait des Ultimates avant dans notre focus Pulps, mais il y a Ultimate, une série Ultimate par Dennis Camp qui est aussi en préparation. Oui, alors ça avait été entre guillemets sous-entendu dans le numéro, dans la preview du numéro FCBD Spider-Man Ultimate Universe. Alors bon, du coup, je vous ai fait le point un petit peu récapitulatif dans le Focus Pulp, donc je vais pas vous le refaire, mais effectivement, dans la série Ultimate Invasion et dans le numéro Ultimate Universe, il était bien évoqué l'idée de reformer une équipe de Vengeurs, sauf que, c'est spoiler de dire ça, sauf qu'on ne sait pas si elle était encore en vie à la fin d'Ultimate Universe. Voilà, ça se passait, ce n'est pas spoiler. Et la composition est assez classique, elle ressemble même d'ailleurs pas mal à la composition des premiers Ultimates, en fait, à un détail près, c'est qu'il y a Doctor Doom dedans, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Comme ça, hop, surprise. Et on ne sait pas exactement ce qui va transparaître. Et on a eu une page de preview avec Iron Lad et Doctor Doom dans les prévisions du FCBD en question. Et donc, effectivement, Dennis Camp, qui a été nommé pour écrire ce petit segment-là, va ensuite reprendre la série. Il est accompagné de Juan Frigueri pour le numéro FCBD, ce qui signifie sans doute que ce sera lui qui fera aussi la série plus tard, a priori en tout cas. Il y a beaucoup de choses à dire quand même, parce que déjà, c'est pas Hickman qui va la faire. Ça, c'est surprenant quand même, parce que généralement, les Ultimates, c'est le moteur narratif de tout l'univers Ultimate. Ouais, mais vu qu'il fait Ultimate Spider-Man déjà... Bah oui, mais souvent ça pose question. C'est est-ce que Spider-Man prendra un rôle plus important? Parce que généralement, Hickman écrit toujours la série véhicule de l'univers qui relance. C'est pareil pour les X-Men sur Krakoa et tout. Donc moi, je suis assez curieux, j'avoue. Je sais pas trop où est-ce qu'il veut en venir. On sait qu'on a quelques années avant le retour du Maker, donc il faut qu'il exploite ce temps pour faire proposer de nouvelles idées. C'est toujours aussi excitant à mon sens. C'est vraiment moi ce qui me motive le plus chez Marvel actuellement, beaucoup plus que Gods hein, d'ailleurs. On n'a pas fait de Back Issues VO récemment, mais je trouve que Gods pour l'instant c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Très bien. Et donc on en a terminé pour la partie comics. On va maintenant passer du côté des écrans. Alors première partie sur la télévision. Un point juste pour vous dire que Moon Girl et Devil Dinosaur, si vous l'avez toujours pas maté, c'est de la frappe. Et il y a la saison 2 qui arrive tout prochainement sur Disney Channel et diffusion un jour après sur Disney+, en tout cas aux États-Unis. On verra du côté de la France comment ça se passe. Mais en tout cas, vous avez déjà la saison 1 qui est disponible sur la plateforme version française. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout que voilà, ce sera toujours aussi dynamique, animé, coloré, la digne héritière des séries Cartoon Network et de Spider-Verse mêlées, quoi. Non, mais pas de podcast First Print encore, Arnaud. Et ça, c'est bien dommage. Alors que pourtant, c'est une série qui a un motif violet. Donc, tu devrais tout être concerné en tant que porte-parole des fans de violet en France. C'est vrai. Et en Allemagne aussi. Et en Italie. Oui. Du coup, Arnaud, alors ça arrivera. Ça arrivera. C'est trop cool, en tout cas, super série. On pourra profiter aussi du fait qu'il y a beaucoup moins de films qui sortent cette année pour faire aussi effectivement des focus sur des choses dont on n'a pas encore parlé, comme Moon Girl et Devil Dinosaur ou Nimona par exemple, que j'aimerais bien aborder, ou Super Crooks aussi. L'animation, ouais, beaucoup d'animation en fait dont on aimerait bien reparler plutôt que What If saison 2 parce que c'était quand même vraiment nul. Non, c'était à chier, franchement. C'était pas, enfin j'ai pas fini mais pour non, mais l'épisode de Noël là. Vraiment pas. L'épisode de Noël c'est une catastrophe. Il m'a insulté la gueule pendant 5 minutes, j'étais énervé. Insupportable, mais il y a des trucs que j'ai plus appréciés, mais il m'en reste 3 à finir, donc on verra. Moi, je suis bien pour cracher dessus, ceci dit.
J'ai plein de trucs à dire sur Kaori. Pour une fois. Allez, Corentin, c'est pas Pocahontas. La série American Born Chinese annulée après une saison. Oh. Ouais. Bah, c'est pas si mal, en vrai. Non, mais c'est pas ça. C'est comme c'est surprenant. Oui, mais bon, j'ai besoin de faire le point sur la crise du streaming actuelle ou on peut s'en passer? Bah non, on le sait. Ce n'était pas. C'est la crise du streaming. Les diffuseurs vont tout annuler pour se recentrer sur le truc qui marche. Voilà, à côté, Max a annulé Minx. Tiens, c'est rigolo. Ils ont annulé aussi le truc des pirates. Oui, pas Black Sails. Flag Means Death. Ouais, qui était très bien aussi. Enfin, moi, ils annulent toutes les bonnes séries pour faire du Star Wars et du Witcher et toutes ces conneries. Donc, voilà. C'est votre faute. Non, c'est pas votre faute. C'est la faute de l'industrie capitaliste qui préfère se centrer sur les produits qui fonctionnent bien plutôt que de prendre des risques et créer la nouveauté en surprenant le public et en lui apportant une dose d'innovation dans sa vie de tous les jours. Mais c'est la faute aussi d'une partie du public qui préfère se concentrer sur des choses qu'ils connaissent plutôt que de tester un truc qui ne les satisferait. Enfin, ça, c'est vraiment, tu sais, le piège du oui, mais j'ai pas envie de regarder, enfin, j'ai pas envie de payer. En l'occurrence, bon, c'est toujours un peu différent avec le streaming parce qu'effectivement, on parle d'une offre souvent où tu payes un truc et t'as plein de choses. Mais sur des cas plus individuels où ce serait vraiment le cas du ah non, mais je suis pas sûr que ça me plaise, donc je vais pas le regarder. Mais là, je vais pas lire, ou je vais pas écouter. Pas que ça coûtait si cher que ça, American Born Chinese, tu vois. Enfin. Non, mais pour finir, parce que je parlais juste de rapport au public et que donc ces séries ne sont pas forcément regardées et que forcément le studio il dit bon bah s'il y a pas de public, on va arrêter ça. Mais c'est dommage parce qu'en fait, dans ton parcours, dans ton expérience culturelle, en fait, si tu te diriges que vers un truc où t'es sûr que quelque chose te plaît, en fait, c'est tu vas dans une forme de norme en fait où tu bouges jamais de ta zone de confort alors que t'as pas envie d'être un peu original. Ouais, mais mais c'est terrible. Ouais, mais c'est un peu terrible. Mais le truc c'est que c'est vrai en fait. C'est oui, tu sais vrai. Mais enfin attends, juste quand même qu'on contextualise parce qu'on ne sait pas en fait si la série a bien marché ou pas. Bah, on peut s'en douter, non? Mais ce qu'on sait, c'est que Disney a fait une année catastrophique. Ça, c'est clair et net. Ils ont perdu de l'argent sur The Marvel, ils ont perdu de l'argent sur Indiana Jones, ils ont perdu de l'argent sur La Petite Sirène a priori. Et ça chiffre leur à centaines de millions, voilà. Ouais, c'est pas que Marvel, du coup. C'est pas pour rien que là, par exemple, Disney a annoncé en parallèle, c'est le film Mandalorian avec Bébé Yoda et je refuse d'appeler ce personnage Grogu, je suis désolé. Bébé Yoda, parce que c'est Bébé Yoda, point, c'est tout. Et Mandalorian, c'est Boba Fett, point. Voilà, ça suffit. Il y a plus de créativité chez Star Wars. Donc, avec ces deux personnages-là, c'est parce qu'en fait, ils ont besoin d'un truc à mettre au cinéma, parce que là, en fait, tout ce qu'ils ont tenté cette année, qui était pas risqué ou original pour dessous, ça marche plus. Les remakes en images réelles, ils font moins d'argent qu'avant. De dessins animés, je veux dire. Les films Marvel, ils font moins d'argent qu'avant. Et en fait, là, ils commencent à vraiment baliser. L'article que tu m'as envoyé avec Perlmutter qui revient pour essayer de dégager Bob Iger au conseil d'administration, même si ça a peu de chances de prendre, ça montre bien qu'en fait, les actionnaires, ils sont fébriles. Et en fait, dans ces cas-là... Il y a une position de faiblesse, ouais. Bien sûr, dans ces cas-là, genre quand on remet un président en place, en lui disant, oh là là, le mec d'avant, il a vidé les caisses, on est en train de perdre du pognon de malade, il faut que tu nous remettes bien, et qu'en fait, une année passe, et que la boîte, elle est pas remise droite. Du coup, tu verrouilles les écoutilles, tu jettes tout ce que tu peux jeter à la mer, pour que le bateau reste à flot, quoi. À mon avis, je pense même pas que American Born Chinese, si tu fais le rapport, parce que ça l'a pas coûté cher, je pense, le rapport dépenses et retour sur investissement, je pense qu'il se tient, tu vois, c'est un succès critique quand même assez intéressant. Michel Yeo et Ke-Huy Quan, en plus c'est sorti dans la bonne fenêtre, tu vois, juste après Everything Everywhere All at Once, où ils avaient les deux acteurs principaux, où on s'est dit ah ouais c'est cool, on va venir à des séries de kung-fu, etc. Alors malheureusement je pense pas qu'elle a été très regardée en dehors des États-Unis, voire des communautés asiatiques, que ça intéresse vraiment d'avoir des produits pour eux, et encore. Mais voilà, à mon avis c'est plus ça. Je pense que tu vois c'est pareil, Minx, la série Minx que Max a annulé, mais ça coûte pas grand chose à faire, quoi. C'est un budget costume et 3 rues qui font un peu 70s. En vérité, c'est juste que là, c'est un sauf qui peut. C'est un sauf qui peut général. Et même si, tu vois, c'est comme quand pareil, Neil Gaiman nous disait, ouais, mais par exemple, la série Sandman, elle a bien marché. Mais il faudrait qu'elle marche encore mieux pour que Netflix se dise du premier coup, ah, là, on la renouvelle. Parce qu'en fait, on est arrivé à un moment donné où les plateformes produisent des super productions qui coûtent très cher, qui coûtent 10, 15, 20, 25 millions par épisode. Parce qu'il y a les blockbusters de la télé, les blockbusters du streaming qui sont l'argument de vente, c'est les The Boys, c'est les Mandalorian, c'est les Witcher, c'est tout ce machin-là, c'est les fondations. Et en parallèle de ça, ces trucs-là, du coup, vont sucer le budget, en fait, de petites prods qui sont souvent de meilleure qualité, souvent plus originales, souvent plus mieux. Mais quand t'as un actionnaire en face, tu lui dis, mais on va pas vendre le Disney Plus avec American Born Chinese, on va le vendre avec le crossover entre Ahsoka Tano, Boba Fett, coloris bleu, et machin, etc., etc.
Et après, à mon sens, c'est une stratégie qui est court-termiste, qui est destructrice et qui sert à rien, en fait. Parce que quand on voit en parallèle Prime Video, bon, ils ont des caisses supérieures, évidemment, mais ils valident des tonnes de trucs, ils sauvent plein de projets, et en même temps, quand tu regardes leur grille, en fait, elle est plus excitante pour l'année à venir, et plus variée, parce que genre, moi, Disney+, je suis désolé, mais à un moment donné, on va arrêter de le payer, quoi. T'as méchant, l'impression qu'ils se resservent vraiment que vraiment, ce serait contenu à licence, mais qui propose rien de plus de ce qui a été déjà fait avant. Donc là, quand l'annonce sort, en fait, déjà, en plus, c'est bizarre parce que c'est même pas un Hollywood Reporter qui annonce le truc. En fait, c'est eux-mêmes, c'est le compte Star Wars officiel ou leurs agences de communication, parce que moi, je l'ai reçu directement dans ma boîte mail, qui disent, Mandalorian et Grogu arrivent au cinéma, machin. Et avec juste un concept art, tu sais pas de quoi ça va parler, les réals, enfin, c'est toujours les mêmes, c'est Jon Favreau et Dave Filoni, Dave Filoni, machin. Puis un mec qui va dire This is the way, les fans vont applaudir dans la salle en mode genre réplique de ouf. Mais même ça, mais parce qu'en plus, parce que les gens qui sont fans de la série, je n'en fais pas partie, j'ai pas détesté, mais j'ai arrêté, j'ai juste regardé. J'ai arrêté à la 2. Moi j'ai arrêté après la 1 parce que j'avais trouvé ça sympathique, puis après je me suis pas laissé plus porter que ça, mais même les gens qui ont kiffé jusqu'au bout disent qu'apparemment la saison 3 ça conclut un petit peu quand même la série, et eux-mêmes qui ont vraiment apprécié ça me disent il y a déjà une conclusion, donc pourquoi en faire un film? Et puis je te dis, c'est un substitut. Ils ont repoussé à plus tard le fait de faire des films Star Wars, c'est là qu'ils s'aperçoivent qu'au box-office immédiat, ils ont rien. Enfin, je veux dire, la House of Terror là, de Disney, ça n'a pas marché. Les films Marvel, ils peuvent plus compter dessus parce que le public commence à s'en foutre. Il y aura Deadpool 3, ça devrait relativement fonctionner, et s'ils arrivent à retravailler en interne les choses pour 2024. Tu sais, moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est 220 millions de budget pour Secret Invasion. Oui, toujours, oui. Et on annule American Born Chinese. Mais allez vous faire foutre, en fait, quoi. Non, mais juste allez vous faire foutre, vous avez des trous du cul, c'est tout. À un moment donné, faut qu'on arrête d'essayer de contextualiser le truc. Disney, c'est pas des bons gestionnaires, ils le payent, et c'est tant mieux pour leur gueule, quoi. C'est juste triste pour les artistes qui, après, moi, je suis triste pour Jin Young parce que voilà, c'était un produit qui met un peu son nom en avant et qui aurait pu lui permettre de faire valider d'autres projets dans la foulée. Cela dit, Dargo a pas réédité American Born Chinese non, mais c'est très différent, de toute façon. Oui, je sais. C'est pas la même atmosphère et tout. J'entends bien, mais ça aurait été bien parce que ça fait ça a jamais été réédité. Puis c'est pas la série du siècle non plus, mais, enfin, moi, c'est cette stratégie, en fait, à une époque, quand la série télé est arrivée, ça a bouleversé le narratif. Tout le monde jurait que par les séries télé, tout le monde piratait, tout le monde regardait des tonnes de séries tout le temps. En un week-end, t'avais vu 4 saisons, etc. Et à l'époque, tout le monde se disait, ouais, les séries sont devenues de grande qualité. Le streaming est arrivé, et du coup, des tonnes de projets ont été validés. Et là, maintenant, on arrive au moment, en fait, on va redevenir comme à l'époque, où chaque plateforme aura 3 grosses séries, quelques petits produits qui seront annulés au bout d'une ou 2 saisons, et point, tu vois. Comme Netflix, en fait, tout le monde va faire du Netflix. Tout le monde va valider un projet. Oh, pas assez, on annule. On valide, on annule. Et enfin, c'est nul, quoi. Et pourtant, Netflix investit aussi dans des trucs qui sont bien, tu vois. Ouais, mais enfin, Netflix, c'est quand même c'est une boucherie, quoi. C'est Netflix, si ça marche pas du premier coup, tu dégages. Ouais, ça c'est. J'ai encore The Get Down en travers de la gorge, si tu veux. C'est l'industrie, hein. Ouais, ou Sense8. C'est-à-dire que c'est partout pareil, quoi. Ton premier roman, il marche pas, ton éditeur tente. Ouais, c'est pour ça qu'il faudrait faire un appel, effectivement, au public d'être plus curieux. Oui, et puis le problème, c'est que, les séries télé, contrairement à des BD, on va dire, tu peux pas passer par le financement participatif pour faire valider le truc, tu vois. Enfin, ah oui, non, ça coûte un peu plus cher. C'est compliqué d'avoir ce genre de ressources, quoi. On appelle ça une levée de fonds, dans ce cas-là. Allez, Corentin, passons quand même on reste du côté des séries télé toujours. Marvel Zombies, ce sera une série TVMA, donc plus adulte aussi. Ça, a priori, ce sera plus sanglant que l'épisode qu'on a vu sur Disney+, avec What If. Par contre, effectivement, c'est bien une continuation de cet épisode-là et pas du tout une adaptation des comics de Mark Millar et Robert Kirkman. Tout à fait. C'est ce qu'a expliqué Brian Andrews qui travaille dessus, avec Kamala Khan dans le rôle principal. Et on va suivre un peu à la Walking Dead ou à différents films de George Romero un groupe de survivants qui vont se taper avec les zombies Avengers, Marvel, zombies, voilà. Bon, au-delà du fait que c'est encore une fois, et là on en revient à Kaori, quand il y a des personnages amérindiens qui existent déjà dans le catalogue Marvel, à quoi bon en créer une inédite pour rien, enfin pour ne rien faire avec en plus particulièrement. Attends, on verra bien s'ils en font rien. Non, c'est de la merde. Voilà, c'est faux. Stop. C'est ridicule. C'est maintenant Marvel ne fait même plus bref, pas m'énerver. L'épisode 1602 là aussi. Mais j'ai mal à mon Gaiman si tu veux là en fait. Et oui, ça fait Gatekeeper, et tant pis, c'est comme ça. Et donc là, c'est pareil, en fait, l'intérêt de Marvel Zombies, c'est justement que c'est pas juste des zombies dans l'univers Marvel. C'est que c'est des zombies qui peuvent parler, qui sont doués de raison, qui peuvent
En fait, c'est pas juste des mecs qui font brain. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que Spider-Man est conscient d'avoir bouffé sa tante May et ça le travaille. Il doit vivre avec ça, en fait. C'est ça, et tout le volume de Robert Kirkman, qui était donc le premier, en fait, le côté un petit peu subversif qu'il avait, c'est qu'en fait, c'est une histoire des Avengers. Sauf que les Avengers ne sont pas les gentils de l'histoire, parce qu'ils sont transformés en zombies. Donc il faut qu'ils s'organisent pour bouffer Galactus, puis pour prendre les points de Galactus pour aller bouffer les autres planètes et compagnie. Ça a donné un super cycle où à la fin, il y a la bataille finale et tout. Et c'est ça, en fait, l'intérêt. C'est pas juste Spider-Man traverse une ville pleine de zombies et c'est de pas se faire mordre. Enfin, ça, c'est... Vous avez besoin de l'univers Marvel pour ça. Enfin, à la limite, même DC, avait déjà plus de recherche que ce truc-là, tu vois. Donc, ouais, c'est encore une fois, ça témoigne d'un manque de créativité et de respect pour le matériel source, encore une fois, comme la série Hawkeye, comme la série Moon Knight, où en fait, Marvel Studios prend les BD, les feuillette 3 secondes, dit ok, ça m'intéresse pas, les balance au feu, et maintenant on va faire un truc intéressant. On va faire un truc que tout le monde a déjà vu 28 fois. On va faire un film de Noël, mais il y aura Hawkeye dedans. On va faire une série façon Fight Club, schizophrénie, enfin, dédoublement de personnalité, mais avec Moon Knight dedans. Ça n'a rien à voir avec Moon Knight, mais c'est pas grave, on est content, nous, on se fait kiffer, parce qu'on ne respecte pas assez nos propres œuvres, donc on va piquer les idées des autres pour leur donner du crédit et du cachet. Et donc là, on va dire, si George Romero, il avait fait un comics chez Marvel. Et voilà. Donc c'est pourri, je m'en fous qu'il y ait du sang, moi personnellement, je veux juste qu'on respecte les putains de comics que je lisais quand j'étais ado et qui m'ont intéressé à ce putain de support en me disant ouais, un truc que j'ai jamais vu avant, incroyable. Parce qu'en fait, voilà, c'est comme ça qu'on intéresse les gens, c'est comme ça qu'on crée une diversité, c'est comme ça qu'on rappelle pourquoi c'est bien en fait l'imaginaire comics, pourquoi c'est pas juste un copier-coller de trucs qui existent ailleurs. Donc voilà, ils peuvent aller se faire foutre. Eh bien, je te sens très motivé pour. Moi, vraiment, la saison 2 de What If, elle m'a vraiment énervé. Ouais. T'as bien cassé. Elle m'a vraiment énervé. Bon, bah, podcast samedi alors. Allez, Corentin, Prime Video pour terminer la partie télé. Une bonne nouvelle quand même, c'est Prime Video qui valide une commande d'au moins une saison pour l'adaptation de Criminal. C'était il y a 1 an qu'ils avaient annoncé que c'était en voie de développement. Ils avaient posé l'option et tout ça. Ils voulaient faire, sachant que 10 ans auparavant, en 2011, il y avait déjà eu un premier projet d'adaptation en film qui au final n'a jamais vu le jour. Donc on imagine que les droits sont revenus à Ed Brubaker pour Criminal et que après il est allé les vendre un petit peu à droite à gauche. C'est Prime Video donc qui va vraiment produire. On va avoir sûrement d'ici à 1 an, en 2025, on aura très certainement une série Criminal adaptée en série télé. Sachant que Criminal, c'est du policier polar. C'est du gangster, du braqueur. Rien qu'on n'ait jamais vu à la télé, mais en l'occurrence, apparemment, ils veulent quand même faire Criminal en tant que tel, quoi. Mais parce que c'est une digestion assez intelligente de plein de trucs qui ont effectivement déjà été faits avant. On a un podcast sur First Print sur l'œuvre de Ed Brubaker. Pardon, et Sean Phillips, donc je vais pas vous bananer avec ça pendant très longtemps, mais pour résumer, Criminal, en fait, c'est une anthologie criminelle qui au départ marche un peu comme Sin City dans le sens où il y a une ville qui est censée fédérer toutes les aventures des personnages principaux, mais en fait, ce truc-là va vite passer au second plan, parce que la ville de The City, qui devait être le terrain de jeu, n'est pas un personnage à part entière comme Sin City en est un. C'est plus en fait l'idée d'une sorte de chronique familiale et de personnages qui vont graviter autour de ça avec quelques hors-séries. C'est-à-dire que c'est la famille des Lawless, qui commence donc avec le paternel, Tig Lawless, qui est un fan de comics d'ailleurs, qui fait le gros bras pour la mafia, pour les truands, pour différents boss du crime. Et ces 2 gamins, Tracy et Ricky, qui vont suivre des parcours particuliers, et aussi le meilleur pote de Ricky Lawless, qui était donc Tommy, et qui lui va être le héros du premier volume, Coward, qui est un film de braquage. Et si Arnaud avait lu Coward, il comprendrait pourquoi... Je l'ai lu, Coward. Du coup, t'as compris la fin de My Heroes Have Always Been Junkies, du coup, entre-temps. Non, faut que je relise My Heroes Have Been Junkies. Attends, c'est Tommy ou Léo Patterson? Tommy Patterson, Léo Patterson? Non, Coward. C'est lequel est le père et le fils, je sais plus, bref. Coward, c'est le 2, c'est ça? Non, c'est le premier. Je l'ai lu le premier pourtant, je crois. Bah ouais. Du coup, t'as pas compris la fin de My Heroes Have Always Been Junkies? C'est pas ça, c'est qu'il faudrait que je relise My Heroes. Ouais. Donc, et l'intérêt de cette saga, c'est que tu m'en veux toujours. Elle opère vraiment un passage du temps entre justement ces différentes générations. Donc, elle explore aussi le traumatisme des héros, l'évolution de la ville, l'évolution du crime. Et elle traite de plein de sujets, notamment le comics. C'est un sujet de fond dans la série Criminal. La paternité, évidemment, le rapport à la violence, le rapport à la drogue, à la délinquance. Et à plein de trucs, la musique. Enfin, c'est vraiment très très riche. Et il y a moyen d'en faire une sorte de série un peu comme Fargo, tu vois, la série Fargo de Noah Hawley, qui de saison en saison, en fait, va passer d'une période à l'autre, avec des personnages qui vont être parfois les mêmes ou parfois juste liés les uns aux autres. Mais effectivement, Criminal, avec le nombre de volumes qu'il y a et le nombre d'histoires qu'il y a adaptées, c'est facile à faire.
je pense. Tu peux même partir, en fait, faire une première saison qui serait Coward et ensuite revenir à une deuxième saison qui serait Wrong Time, Wrong Place, par exemple. Parce que tout le twist de Coward, c'est que... Non, c'est remarque, c'est spoiler. Bon, après, c'est sorti il y a 15 ans, quand même. Oui, non? Oui. Bon, c'est que, grosso modo... Ah, quoique. Vu que les gens, ils connaissent pas, ils vont découvrir. Non, spoil pas, en fait. Désolé. Ouais, je sais, désolé, mais en vrai, non. Mais donc, en fait, voilà, il y a une boucle à la Star Wars, on va dire. C'est-à-dire que vous avez dans Star Wars, quand Vador, il dit « Je suis ton père, mes couilles », c'est tout le motivateur qui fait que le 1, 2, 3 sont intéressants, parce qu'on va arriver à ça. Et en fait, Un été cruel, qui est le dernier actuellement en volume de Criminal, c'est la boucle de ce qui arrive à Tig Lawless et qui ensuite après mène à ce qui va arriver à Tommy Patterson ou Léo Patterson, je sais plus, je suis désolé, je suis un mauvais fan pour le coup. Et donc cette boucle-là est bouclée, on sait pas s'il y aura une suite de Criminal, mais c'est super bien quand même. C'est en intégral chez Delcourt, il faut tout lire si vous aimez la BD, et c'est tout. Voilà. Et la série arrive, je suis trop content, et il faut rappeler aussi Rob Baker après maintenant depuis FSC. Ses armes à Hollywood avec la série Too Old to Die Young de Nicholas Winding Refn, qui est très très lente et très chiante, mais qui est en partie écrite par Rob Baker, et des épisodes de Westworld, qui lui ont mis le pied à l'étrier. Il a aussi une adaptation de Reckless, je crois, en développement actuellement, avec le réalisateur de Spotlight, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Rob Baker arrive à Hollywood, tant mieux, on est content. Ouais. Enfin, il creuse tout ça, donc il ne nous reste plus beaucoup de temps avant qu'il soit complètement inaccessible. Là, je pense que ouais, c'est déjà même un peu le cas là. Non, pas tant. Bah, alors fais-moi un miracle. Hein. Ah là là. On verra. Allez, Corentin, on termine avec la partie cinéma. Du côté du grand écran, le film Thunderbolts perd Steven Yeun à son casting, l'interprète de Invincible dans la série animée du même nom, ou de Glenn, merci, dans The Walking Dead, donc grand pote. Entre autres, il a fait des vrais films aussi. Grand pote de Robert Kirkman, mais qui a surtout explosé aussi l'année dernière avec Beef sur Netflix, la série qui est... Et Burning, le film coréen aussi, qui était génial. Oui. T'as pas vu? Non. Ah, ça pourrait te plaire, ça. Et il avait pas fait un A24 aussi? Mais pas Minari? Non, c'est pas Minari. Il a fait plein de trucs. C'est un super acteur, pour le coup, qui arrive très bien à jongler entre les produits, on va dire pop culture. Ah, mais il était dans le dernier Jordan Peele aussi. Voilà, exactement, Nope. Entre les produits pop culture et les produits un peu plus autorisants, le cinéma coréen notamment. Et ouais, donc tant pis, tant mieux pour lui. Il devait interpréter Sentry, il l'avait dit en tout cas dans un échange que Kirkman avait laissé. Kirkman avait spoilé le truc. Spoilé sur le truc, et en gros, avec la grève des scénaristes et des acteurs-actrices, ça a pris trop de retard, le tournage a été décalé, et en fait, Steven Yeun a d'autres projets sur lesquels a priori il préfère se mettre, et donc il a dit désolé, je peux pas le faire. Il a quand même dit dans une interview, bon, je sais que là du coup chez Marvel Studios ils me font tous la gueule, mais s'il y a moyen par le futur de revenir faire quelque chose, je serai toujours d'accord. Désolé les gars pour cette fois. En vrai, c'est pas si grave, non? Enfin... Ah non, moi je pense que surtout que je le voyais pas forcément en Sentry, ne serait-ce que d'un point de vue pour le coup physique. Parce qu'il est asiatique, c'est ça? Cancellez-le dans les commentaires. Parce qu'avec des cheveux longs, je le vois vraiment pas, quoi. Non, mais après, ils l'auront redesigné, je veux dire. Oui, ou alors, ils en auraient fait une blague. Moi, c'est plus ça qui me chagrine, c'est Steven Yeun, c'est un vrai grand acteur. Si tu l'as, n'en fais pas une blague. Et honnêtement, vu comment ils ont traité Thor, par exemple, le personnage de Sentry, qui peut être pris comme une blague assez facilement. Surtout s'ils font le coup de j'étais là depuis le début et vous vous souvenez pas de moi, etc. Ce qui va être, en fait, j'ai du mal à voir le film Thunderbolts de façon très sérieuse. J'ai par rapport au casting et au personnage, j'ai vraiment du mal à voir la proposition comme quelque chose de vraiment sérieux, dans le sens je vais vraiment m'intéresser à une histoire qui mêle tous ces personnages que j'ai déjà vus à droite à gauche dans des films où franchement ils ont jamais vraiment brillé. Non, ils ont pas. Il y a Bucky Barnes, quoi, mais après, le problème, c'est que tous ces personnages sont quasiment tous issus de la phase 4, et c'est pas la phase qui a été la plus intéressante à bien des niveaux, donc. Parce que US Agent et Red Guardian, je m'en fiche. US Agent, tu vois, tu lui feras un spin-off juste sur lui. Pourquoi pas? Red Guardian, c'était une erreur monumentale. Même Yelena, faut arrêter les conneries, quoi. Tu vois, c'est pareil, c'est un truc qui était assez énervant dans la série Hawkeye, c'est Marvel Studios, ils ne savent pas écrire des interactions fluides. C'est-à-dire que dès qu'elle rencontre Yelena, Kate Bishop, il faut qu'elle soit pote, et donc elle parle, et t'as le scénariste qui va, t'as vu, elles sont potes, elles s'aiment bien. Et t'as la même chose avec Kaori, d'ailleurs, dans la voiture, où immédiatement elle voit Peggy, elle lui dit je m'appelle Peggy, 2 secondes plus tard, et elle voit elle disparaître, elle fait oh Peggy, mais tu vas où? Et moi, mais pourquoi tu m'appelles par son prénom? Enfin, genre, vous venez de vous rencontrer, vous êtes pas potes. Arrêtez de faire comme si vous étiez potes, ça m'énerve. Donc voilà, moi personnellement, le film Thunderbolts, m'intéresse absolument pas, parce que c'est pas les Thunderbolts, c'est pas le vrai concept de Thunderbolts.
ce qui a été fait avec Vanessa Allegra des Fontaine, enfin pardon, mais on attend encore les parodie de Nick Fury, oui. ça a aucune direction. Et puis en plus, ça a du coup une influence néfaste sur les comics, parce que maintenant c'est même plus les Thunderbolts en mode Suicide Squad, c'est les Thunderbolts en mode commando. Non. Ça dit, il y avait un peu de ça dans la période Dark Reign, donc bon. Non mais d'accord, mais quand les Thunderbolts deviennent après les Dark Avengers. Mais l'intérêt des Thunderbolts, c'est quand même plutôt ce truc-là, c'est des vrais anti-héros, là, c'est pas des anti-héros, c'est juste non, ils ont pas c'est juste des produits de programmes de recherche militaire. Du coup, ça va faire une série Super Commando et tout, enfin un film Super Commando et tout. Ouais, mais ils ont rappelé une zone de gris, tu vois. En plus, l'idée c'était quoi? C'était qu'ils avaient tapé le Sentry? Je sais pas. Ça, je sais pas. Moi, c'est ce que je verrais. Franchement, j'ai vraiment l'impression que c'était vraiment un décalque du Suicide Squad de David Ayer avec une équipe de faux vilains envoyés pour taper une grosse menace qui les Sentry, ils leur roulent dessus, à tous. Oui. Enfin, ils clignent des yeux, ils sont tous morts, enfin. Oui, ça, toi, tu le sais. Moi, je le sais. Marvel Studios ne le sait pas. Bon, du coup, voilà, après ce film-là, mais je sais plus qui c'est qui le réal, mais. Ah, si, par contre, c'est Jack Schreier. Donc, c'est le pote c'était le pote de Steven Yeun. C'est Jack Schreier, c'est celui qui a fait Beef. Et justement, il avait ramené. Ah, j'ai pas vu Beef encore. Ah, c'est vachement bien, ça, par contre, tu vois. Ouais, pour une fois que c'est moi qui ai vu un truc que t'as pas vu. Mais c'est vrai, tout à fait. Mais du coup, ouais, non, enfin, un mal pour un bien, honnêtement. Moi, ça me va si Steven Yeun peut, limite, s'il veut faire un truc chez Marvel qui revienne quand la boîte, ce sera un peu sorti les doigts de ce que tu veux, tu vois. Du fondement. Corentin, on termine avec Todd McFarlane, le bon vieux, l'oncle Todd, tonton Todd, qui nous dit que il laisse 2024, c'est la dernière année qu'il laisse à Blumhouse pour réellement mettre en mouvement le film Spawn, et sinon il ira voir ailleurs. C'est ça qu'il dit? Oui, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'il a été patient, mais que là, ça va prendre vraiment trop longtemps, et c'est vrai. L'industrie américaine du cinéma, enfin en tout cas les grands studios, les studios en général, ça prend beaucoup de temps. On parle régulièrement, hein, nous, dans ces podcasts, des différentes arlésiennes que, je veux dire, regardez le film Red Sonja qui a mis quoi, 10 ans à se monter, le Conan. Qui est toujours pas de date de sortie d'ailleurs, hein. Le film, il a été présenté en festival en plus. De Crow aussi, qui a toujours pas, enfin, qui commence à seulement arriver, mais qui a mis, je sais pas, 10 ans, 15 ans à sortir de terre. C'est pareil pour la suite de Hellboy après le passage de Guillermo del Toro. Enfin voilà, ces petits personnages qui sont en fait des vedettes des comics ne marchent pas en fait dans la logique américaine du blockbuster. Et c'est pour ça qu'en général, il est assez long de voir un vrai produit se monter. Et McFarlane, il a, je pense, un certain âge, et puis c'est pas un mec très patient de base, donc il a pas envie que le film Spawn sorte quand il aura 80 balais, et il a raison. Donc en fait, il a dit, écoute, moi ce que je vais faire, Coco, c'est pas compliqué. Si Jason Blum il se bouge pas le cul, j'ai des investisseurs privés. Je vais faire financer mon film en privé, le tourner en privé, et ensuite j'irai voir des financiers pour le distribuer aux États-Unis ou en Europe. Ah, il avait déjà fait le coup quand même avec cette histoire. Même une fois, il avait dit le crowdfunding. Il avait parlé de crowdfunding, justement, alors que c'est pas. Ouais, mais là, enfin, honnêtement, rappelle-toi quand tu l'avais interviewé où justement il avait l'air un peu au bout de sa vie en mode ouais, le film Spawn, ouais. On va voir, hein. On va voir, je suis optimiste, hein. On va voir. Et en vrai, je pense qu'il en a ras le cul, quoi. Genre, ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'il travaille dessus. Enfin, qu'il a écrit le script, en tout cas. Ouais. Lui, il avait dit, mais je peux le faire pour 10 millions de dollars, un truc comme ça. Et honnêtement, c'est vrai que le nombre de roadblocks qu'il a pris entre temps, ça a de quoi décourager. Et je peux très bien le comprendre. Encore une fois, le film Crow, par exemple, ou même le film Red Sonja, c'est des films qui sont produits en Europe avec des investisseurs privés qui après vont au marché du film à Cannes pour trouver un mec qui va distribuer. Enfin, tu vois, c'est effectivement, ça existe, c'est un mode de production qui existe. Il produit pas grand chose d'extraordinaire. Puis voilà, c'est comme ça. Mais ça existe. Moi, personnellement, je vois pas en quoi Blumhouse aurait plus de compétences. Surtout que maintenant, en plus, ils sont occupés avec leur fusion à terminer leur fusion avec Atomic Monster. Donc, ça veut dire plus d'actionnaires, ça veut dire plus de bilan financier, ça veut dire plus de gens qu'à convaincre. Ouais, c'est un peu dommage parce que justement Blumhouse c'était bien, c'était la maison qui faisait des films à petit budget et qui arrive à faire des bons films aussi avec des budgets plus serrés. Je pense pas que ça va changer ça à mon avis, mais je sais pas, mais c'est vrai que depuis le temps qu'on en parle, ils auraient pu débloquer les 10 millions nécessaires pour faire surtout que l'approche qu'ils avaient revendiquée depuis 2017, c'était vraiment ce truc en mode Dents de la Mer où Spawn n'est pas au cœur, en fait n'est pas le sujet central du film, où c'est vraiment la présence en fait le justicier qui fait peur, donc vraiment puis même pour l'ego, tu vois, genre McFarlane il écrit son script en 2015-2016, après il y a une réécriture puis 2 réécritures. Là aux dernières nouvelles, je crois qu'il y avait eu 4 scénaristes qui étaient passés dessus, dont 2 qui s'étaient barrés ou un truc comme ça. Donc bon, tu te doutes bien quand même que le mec il a créé le personnage, ça a été un succès en comics qui a duré 300 numéros, qu'on lui dise ouais t'es bien mignon mais ton scénario il est pas au niveau pour Hollywood,
faut qu'on le réécrive, puis qu'on le réécrive, puis qu'on le réécrive. Je pense que ça doit finir par vexer. De la même façon que, McFarlane, il est pas riche à ce point-là, je pense, mais 10 millions pour lui, ça doit pas lui paraître si énorme quand tu vois que quand il avait fait la réédition du premier Toys The Spawn, à la sortie d'une réédition du premier numéro, je crois, de la série, il avait glané 4,5 millions sur Kickstarter. Donc 10 millions, évidemment, oui, je pense même l'option, effectivement, Kickstarter doit lui paraître crédible. Et si les gens sont prêts à mettre l'équivalent cumulé de 4,5 millions de dollars pour juste un Toys Collector de Spawn, probablement que pour un film, et avec son bagou, avec son côté showman, son côté lover de foule, il est pas du tout impensable de se dire qu'il pourrait réussir à réunir la somme dont il aurait besoin. Après, il y a peut-être d'autres trucs à considérer. Voilà, Blumhouse, ils ont des actionnaires aussi, enfin, je crois, en tout cas. Ils doivent avoir un conseil d'administration qui peut pas valider un film s'il y a pas une vedette, ou s'il y a pas l'assurance de toucher une démographie, un marché. Et de fait, les films de super-héros horreur, c'est un marché qui n'existe pas. Il y a que Brightburn. On peut considérer que le film Hellboy de The Descent de Neil Marshall était un film d'horreur super-héros, mais si c'est un exemple à prendre, c'est pas un exemple très concret puisqu'il a pas vraiment bien marché. Il a reçu de très mauvaises critiques, donc je pense que c'est ça en fait, c'est la niche où McFarlane est venu s'enterrer avec Blumhouse était pas forcément le bon choix en fait, mais après est-ce qu'il y avait un choix qui était meilleur? Dans les comics, c'est beaucoup plus facile de quitter Marvel et DC pour faire de l'indépendant. Au cinéma, vu que le genre du super-héros en fait repose uniquement sur Marvel et DC, à quelques exceptions près, c'est effectivement un peu plus compliqué. À mon avis, il aurait plus de chance s'il était allé sur Prime, ou c'est pas un panégyrique en particulier parce que je ne consomme pas beaucoup de produits Prime Video, mais voilà, enfin s'il avait abordé le truc comme une série télé qu'il aurait pu vendre à Prime comme un The Boys Like, ou un truc voilà adulte et violent pour un public qui en a marre de Marvel Studios, qui en a marre du côté un peu poupie des super-héros, comme un Invincible quelque part, c'est là que Kirkman a été intelligent, ça aurait probablement plus pris. Mais là du coup en l'état, vu le temps que ça a demandé jusqu'ici, c'est compliqué de se dire que ça va se débloquer du jour au lendemain. Moi j'avoue, je suis toujours curieux, j'ai toujours envie de voir ce que ça va donner, et c'est la fin de ce très long monologue. Et très bien, merci pour ce discours là-dessus. Puis on verra bien comment ça évolue. Et puis voilà, on a terminé le podcast. C'est la fin de ce premier front page de 2024. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. On rappelle que tous les liens, en général, on les met dans les descriptions des podcasts, que ce soit pour les campagnes, donc pour Pups, pour tout ça. Vous pouvez directement regarder dans la description et vous êtes guidé par nos soins. Si vous appréciez ce travail, vous pouvez le faire savoir, donc en partageant les émissions, bien entendu, sur les réseaux sociaux, en parlant autour de vous. Puis on vous rappelle que la base de pérennité de ce podcast, ça reste vous, la communauté, et le soutien par la communauté. Donc on a une page Tipeee qui est ouverte H24 sur laquelle vous pouvez nous soutenir également. Et merci à toutes celles et ceux, comme on le rappelait en début de ce podcast, qui le font. C'est grâce à vous qu'on peut continuer et qu'on continuera le plus longtemps possible. Merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!